Mes parents se sont séparés. Très rapidement, il a fallu que je devienne soutien de famille. Et nous, malheureusement, on était dans une situation plus que précaire. Moi, il a fallu que j'arrête l'école très très jeune, 14 ans. J'aimais aller à l'école, j'ai eu des bons profs. Chaque fois, il disait, mais Christian, c'est quelqu'un de très poli. Mais on sent qu'il est plus là, quoi. Donc c'était dur. Et lui, il arrive, monsieur Patrouille. J'arrive en bagnole et mes potes me disent, oh putain, l'entraîneur qu'on a là, c'est un Corse. Wow, il est mariole. Et là, j'ai 14 ans, mais je me prends pour le caïd, mais je suis rien, je suis nul. Arrive le premier entraînement et il me dit un truc et je l'envoie chier. Il me met une rouste. On m'a jamais filé de rouste. Okay. C'est ce qui m'a manqué peut-être dans ma vie. On m'a jamais filé de rouste. Et j'ai pas dormi de la nuit. Et je dis un truc que je pensais jamais dire. Je lui dis, je voulais m'excuser. Je lui dis, je sais plus quoi faire. Et là, il me regarde, il me dit, moi je sais ce que tu vas faire. Tu sais quoi? Tu vas m'écouter maintenant. C'est fini tes conneries, je vais t'apprendre à être un homme. Bonjour Christian. Bonjour Michel. Tu vas bien? Impeccable, content d'être avec vous dans ce magnifique studio. Bonjour Christian, ravi de te recevoir. On est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. C'est une première pour moi. Aujourd'hui, on co-anime avec Aurélie notre premier épisode de cette chaîne et c'est un plaisir de te recevoir. Et je crois que tu as un parcours incroyable, inspirant. Et on va aujourd'hui regarder tout ce que tu as fait de ta naissance à aujourd'hui pour qu'on comprenne en fait pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui et pourquoi tu dégages cette force. Parce que quand on te côtoie, moi je t'ai vu qu'une fois, c'est la première fois, je sens que tu dégages beaucoup de motivation et que les personnes qui sont autour de toi doivent te prendre un peu d'énergie pour aller mieux dans leur vie. C'est pas vrai? C'est pas faux, et je pense que c'est bien résumé un peu l'histoire de ma vie, hein, même si je suis pas trop vieux, 52 ans. Mais c'est un joli parcours. Quand de temps en temps je regarde derrière, je me dis c'est pas trop mal ce que j'ai réussi à faire. Mais on va en parler tout le long de cette émission. Je suis pas arrivé tout seul là où je suis. Donc il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'aide. Et puis je veux dire, il y a beaucoup de motivation. Et d'où viennent mes sources de motivation, ça on va en parler aussi. Justement, alors on va peut-être commencer par l'enfance. Tu nous racontes un peu ton enfance, où tu es né Alors, tout le monde pense que je suis toulousain parce que j'ai joué quand même 10 ans au Stade Toulousain. Eh ben non, je suis pas toulousain, je suis toulonnais, né en 1972, au bord de la Rade. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir. Alors, les premiers temps, on va dire, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai une famille qui est unie. J'ai mon père et ma mère qui sont ensemble, donc tout va bien. Et puis les années passent. J'ai toujours ce souvenir parce qu'on habitait, pour vous donner un peu le lieu, l'endroit, sur le port de Toulon. Et j'ai toujours cette image en tête. Petit, je m'accrochais au barreau qui donnait, bien sûr, sur le balcon, qui était sur le balcon et qui donnait sur la rade. Et vous savez, il y a ce claquement des câbles sur les voiliers. Vous voyez ce que ça donne? Oui. Et j'écoutais ça en permanence. Je sais pas pourquoi, je restais focalisé sur ça. Et je passais des heures, mais vraiment des heures. Je pense qu'il doit y avoir un problème psychologique chez moi aussi. Mais pourquoi ça, non, mais ça te calmait? En fait, quand t'es jeune, t'es pris par l'environnement, t'es pris par la vue, parce que c'est quand même exceptionnel. Quand tu as ces grands bâtiments qui donnent sur la rade de Toulon, en bas, tu as les bars populaires, tu avais le petit Chicago, donc c'était l'endroit où j'aimais me promener, à des heures bien précises. Donc très animé. Ouais, moi j'aime bien quand c'est vivant, j'aime bien quand ça bouge, et puis j'aimais cette mixité. Et tu avais quel âge donc là, à ce moment-là? 4-5 ans. Tout petit. Ouais, tout petit. Donc quand tu restais bloqué sur ce son, ton esprit pensait à quoi? Alors, c'est une très bonne question. Le premier truc qui me venait en tête, c'était un jour, je pourrais voyager. J'irais plus loin que le phare de Toulon. Voilà, j'avais envie de voyager. Parce que je voyais ces bateaux partir. Alors, souvent, ils partaient avec beaucoup de monde, mais ils n'allaient pas loin. Hein. Ils allaient en face à la Seine. Donc, je me disais, mais même pour moi, c'était une aventure. Et il y avait déjà cette notion d'aventure, de me dire, un jour, je ferai comme eux, je prendrai le bateau. Oui, envie d'évasion. Ouais, envie d'évasion. Et puis ce rapport assez fort avec la mer, voilà. On en parlera aussi après. Mais à cette époque-là, tu avais des frères et sœurs? Non, enfant unique. Enfant très chouchouté. Et puis non, mes sœurs sont arrivées beaucoup plus tard. Donc tu es l'aîné de la famille? Je suis l'aîné de la famille, ouais. Et puis ça a été là aussi pareil quand ma première sœur est arrivée, c'était là aussi une belle joie. Oui. Parce que tu te dis bon super, je vais pouvoir enfin partager, je vais pouvoir aussi vivre une aventure avec. Et juste avec quel âge quand elle est arrivée? Oui. Alors ma première sœur qui s'appelle Yvette est arrivée, j'avais 7 ans. 7 ans. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu dis que tu bloquais sur les bateaux quand ils partaient, si je t'ai posé la question à quoi tu pensais, parce que moi, quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais souvent très seul.
parce que j'attendais mes parents qui arrivaient du travail et tout. Et je bloquais en fait sur des cailloux. Je les mettais comme ça par terre et je m'imaginais que je faisais un spectacle. Et ça me permettait de m'évader. Et aujourd'hui, je remarque que tous ceux qui ont... Bon, on n'est pas de la même génération, mais nos générations se ressemblent beaucoup. On s'ennuyait. Et le fait de s'ennuyer, ça nous permettait de développer notre imagination. Imaginaire, mais on a tous fait. Je veux dire, nous, les filles, c'était avec les poupées. Bon, tu joues des heures. Il finit tout ça maintenant. Et donc, ça nous permet aussi l'imaginaire. Donc, on s'est tous un peu projetés petits sur ce qu'on allait être, ce qu'on pouvait faire, etc. Mais pour être très transparent, j'ai toujours été attiré par la découverte du monde. Grâce au rugby, j'ai fait, bien sûr, 7-6 fois le tour du monde. Mais c'est vrai que cette notion de dire, on a envie d'aller plus loin, c'est ça qui est intéressant. Bon, après, je ne vous cache pas, quand ma première sœur est arrivée, qu'on ne dormait pas de la nuit, j'ai dit, bon, je prends le bateau demain, même si je me casse, c'est fini. Donc, tu as 7 ans quand Yvette arrive. Oui, ma première sœur. Et ensuite, quand tu as la deuxième, Myriam, qui a j'ai 9 ans. 9 ans quand elle arrive aussi. Donc, elles se suivent. Elles se suivent, elles sont très proches. Et puis là, on bascule dans autre chose. C'est-à-dire qu'on est un peu, voilà, bon, je disais, même si les mots sont pas appropriés, en disant je suis le chouchou, quelque part, on devient une vraie famille, encore plus, quoi. Et puis une grande famille. Une grande famille, oui, 3 enfants. Déjà une grande famille. Et puis ça a duré quelques années. Voilà, quelques années, malheureusement, avant que ça parte un peu, un peu dans quelque chose qui a été douloureux parce que mes parents se sont séparés et puis très rapidement il a fallu que je devienne soutien de famille. Voilà. Donc deux grands frères. Je suis passé du quand tu dis que tu deviens le chef de famille entre guillemets, c'est-à-dire que papa est parti, quoi. Mon père est parti. Bon, maintenant j'en parle plus librement parce que voilà, c'est peut-être l'âge qui fait que j'ai plus honte. Et tu avais quel âge? Quand il nous a plus ou moins abandonnés, j'avais 13 ans. D'accord. Donc voilà. Tu étais un petit. Donc j'ai toujours, je veux dire, dans tous les moments de ma vie qui ont été des fois faciles ou difficiles, je me suis jamais, j'ai jamais voulu qu'on dise ouais, tu t'accapares le monopole de la souffrance. J'ai jamais supporté ce truc-là parce que je trouve que la vie. Tu n'as pas voulu te victimiser. Voilà, et je me suis dit bon, ok, c'est une période, c'est compliqué, mais elle a été compliquée pour autre chose parce que bon, malheureusement, mon père, n'était pas quelqu'un qui était dans quelque chose de conventionnel, donc je ne revenais pas dessus. C'est des périodes de vie qui ont été peut-être difficiles pour lui. Voilà, bon, nous on a essayé de faire comme on a pu pour avancer. Du coup, tu as dû avoir une maturité qui a dû arriver un peu plus vite, quoi. Ouais, très rapidement. Et en fait, c'est ce qu'on disait, le soutien de famille, père de substitution, surtout par rapport à mes sœurs. Et c'est ce qui m'a un peu forgé, ce qui m'a aussi peut-être permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et d'avoir cette notion de protection. Alors c'est bien. Là, on en parle. Mais j'allais arriver à ça. Quand on passe du grand frère, de statut de grand frère, au papa de substitution, quand papa s'en va, qu'est-ce que ça a changé dans tes relations avec tes sœurs? En fait, quand tu es jeune, ça passe, il n'y a pas de souci. Et en fait, au fil des années, au fil du temps, en fait, c'est ton cadre de vie qui va te donner ce changement finalement. Parce que, encore une fois, quand tu es dans un environnement, tu manques de rien, tout va bien. Mais nous, malheureusement, on était dans une situation plus que précaire. Moi, il a fallu que j'arrête l'école très très jeune. Et à quel âge? 14 ans. Ah oui, donc très jeune. Très très jeune. Donc ça a été compliqué pour moi parce que j'aimais aller à l'école. Contrairement à ceux qui peuvent penser que l'école, ces fois, c'est barbare. J'adorais aller à l'école parce que... Ouais, c'est dur parce que j'ai eu des bons profs qui, à chaque fois, même quand ils faisaient comment ça s'appelle, réunion parents-élèves, parents-professeurs, pardon, chaque fois, ils disaient, mais Christian, c'est quelqu'un de très poli. Il n'a jamais manqué de respect, mais on sent qu'il n'est plus là, quoi. Donc c'était dur. C'était dur parce que j'avais envie justement de continuer, d'apprendre. Quel élève tu étais? Alors j'étais pas studieux. Quel adolescent tu étais? Moi, ça va aider beaucoup tous les jeunes qui te disent Christian, c'est un gros caractère, Christian, il a fait beaucoup. Alors, quel jeune tu étais? J'ai toujours donné l'image, et que ça soit bien sûr dans ma vie perso, dans ma vie de sportif de haut niveau, de quelqu'un de... Alors, peut-être dire, c'était un électron libre, un troublion dans le vestiaire et tout. En fait, c'était quelque part une façade. Et ça, je le dis, j'en parle même maintenant avec mes filles qui sont grandes. Même si j'en ai 2 dernières, j'attends un petit peu. Et en fait, c'est de dire... ce qui m'a permis un peu d'avancer, c'est oui, une certaine motivation, parce que le contexte faisait que...
En fait, tu n'avais pas le choix. C'est-à-dire, pour donner une idée, oui, j'ai fait des bêtises. On a tous fait un peu de bêtises. Oui, on a tous fait des bêtises, mais j'ai toujours été respectueux. J'ai jamais dépassé la limite. Pour vous donner une idée, nous, on a fait un nouvel an où on a mangé du pain et de l'eau. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, franchement, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je dis toujours, je crois que c'est un rappeur qui dit, Fianzo, je crois, on a mangé du pain dans du pain. Ouais, c'est bon ça, c'est le meilleur. Mais s'il n'y a pas d'eau, c'est un peu plus compliqué. Mais Michel, encore une fois, c'est des épreuves qui te forgent et qui te forment. D'accord. Quand je reviens sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, en me disant, mais comment tu as basculé aujourd'hui de frère à père, de substitution, c'était de dire, waouh, là on en est là, ce que je viens de vivre, j'ai pas envie que mes sœurs, qui étaient assez jeunes, vivent la même chose. Et c'est pour ça que très rapidement, pour vous raconter, c'est bon, maintenant il y a prescription, oui, des conneries, on en a fait pour manger. Quelque part, j'ai travaillé, bien sûr, j'allais travailler sur les chantiers, je me faisais 4 ronds, mais les 4 ronds que je... Donc, à 14 ans, 15 ans? Ouais, mais c'était compliqué parce que l'école me courait après derrière, parce que bon, il faut qu'il aille à l'école, donc j'alternais l'école, je restais un petit moment, et puis voilà, et après... L'école, c'était ta couverture? C'était la couverture, ouais. Mais à 16 ans, bon, j'avais la possibilité de partir, donc je suis parti. L'école. Et je dis aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que ça serait passé autrement. Et en fait, ça s'est passé autrement parce qu'en fait, il y a eu finalement une belle rencontre. Une rencontre importante et déterminante pour la suite. Alors, je vais vous la raconter? Attends, juste, donc dans cette période-là de 13 ans, 14 ans, tu deviens, on va dire, un homme. Je sais pas si je suis un homme. Ouais, mais tu le sais pas, mais tu le deviens parce que quand même tu prends des décisions qui sont importantes pour toi. Ouais. Et plus vite que normalement, c'est d'autres qui doivent prendre ces décisions pour toi. Ouais. Donc jusqu'à l'âge de 16 ans, tu fais tout ce que tu peux pour subvenir aux besoins, pour être là et tout pour tes sœurs. Donc tu jongles avec l'école. Et à un moment, là, avant 16 ans, est-ce qu'il y a du rugby ou pas encore? Alors il y a du rugby. Okay. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle parce que à 14 ans, je vous donne le contexte encore une fois. Je suis pas fier, mais bon, ça il faut pas le faire. Je tiens à le dire devant les caméras. On va mettre un bandeau. Un bandeau, ne pas faire, ne pas reproduire cette cascade. C'est pas une cascade, mais je vous dis franchement, c'est pas de la chance, mais cette connerie. Je vous donne une idée. À 14 ans, j'allais en voiture à l'entraînement, mais j'allais en voiture. On m'amenait pas, c'est moi qui conduisais la voiture. Et je jouais à l'époque à Toulon. Et arrive. Donc tu as. Juste parenthèse, à 14 ans, tu joues déjà au rugby. J'arrive au RCT, j'ai 13 ans et demi. Donc c'est tes premiers pas dans le rugby. Alors, j'avais touché mon premier ballon à l'époque à Bourges. J'ai touché quelques mois, mais j'avais pas d'attirance pour ce sport finalement. Pas finalement. Non, juste pour rigoler. Comme ça. C'était parce que, il y a le club de rugby, bon, on y va, il y a pas de souci. Alors, juste mon père jouait à l'époque. C'est quelle année ça? Ouf, ça doit être dans les années, premier ballon. Je suis né en 72, 78. Ok. Tu vois, c'est ton premier ballon de rugby, tu regardes, tu t'amuses. Pas d'attirance, franchement, pour ce sport, parce que je me dis, ok, super. Bon, ballon ovale, ça rebondit, tu mets par terre, ça rebondit de tous les côtés, c'est nul. Et finalement, pour rien vous cacher, quand je reprends véritablement ce sport, j'ai 13 ans et demi, 14 ans, parce que je joue au foot. Ok. Bon, pour donner aussi la dimension du joueur, 1m72, 105 kg. Je jouais gardien, je n'étais pas ni défenseur, ni... Et en fait, il n'y avait pas vraiment le physique du footballeur. Ouais, j'avais plutôt le physique de la péricube. Tu vois. Excellent. Et en fait, on me poussait en me disant, mais peut-être tu devrais aller voir le rugby. Je dis, oh non, le rugby c'est nul, j'ai pas envie, c'est trop nul et tout. Et finalement, c'est des potes qui sont aujourd'hui mes amis, mes proches, viennent me chercher et me dire, bon, le gros, maintenant, il y en a marre. Tu viens, tu montes avec nous et tu vas au rugby. Okay. Depuis ce jour-là, ça n'a jamais pu quitter. Mais ce qui est intéressant, c'est la première rencontre que j'ai avec mon premier entraîneur. Et en fait, mon premier entraîneur, c'est lui qui va me donner la bonne route à suivre tout le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, quand j'arrive, je vous donne, j'avais 14 ans, j'arrive à 13 ans et 14 ans, j'arrive en bagnole. Faut vraiment être con. J'arrive en bagnole et mes potes me disent, oh putain, l'entraîneur qu'on a là, c'est un Corse. Wow, il est mariole. Et là, j'ai 14 ans, mais je me prends pour le caïd, mais je suis rien, je suis nul. Nul. Et je lui dis, t'inquiète, le Corse, je vais me le régler. Et premier entraînement, il arrive, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant. Et arrive le premier entraînement, et il me dit un truc et je l'envoie chier. Ok. Il me met une rouste. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on parlait de contexte, on parlait de cadre, on parlait de plein de choses. Quand tu regardes tes débuts,
tu veux faire le patron, le père, le beau, tu veux faire ce que tu veux, mais en fait, t'es rien. En fait, quand t'as pas de cadre, je dis pas que ma mère n'a pas essayé, parce que mais quand c'est pas la figure paternelle, c'est pas le. C'est pas une Bien femme sûr. seule qui fait des ménages, qui peut dire voilà, elle pleurait tous les jours, elle pleurait. Je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu fasses ça. Donc j'essayais à chaque fois de lui dire mais t'inquiète, on va y arriver, on va y arriver. Et lui, il arrive, Monsieur Patroni. Alors je l'appelle Monsieur Patroni parce que j'ai jamais pu le tutoyer. Ok. Et je vais vous donner toute l'intensité qu'on a jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Et en fait, donc pour revenir à mon histoire, Mais lui décèle chez toi. Alors finalement, toi, tu le provoques. Mais moi, je le provoque. Il répond. Ouais, il me massacre. Il répond. Et il doit se dire, à ce jeune, je vais lui mettre un cadre. Ouais. C'est ça. Et vous savez comment il fait? Non, vas-y. En fait, quand il se passe cette histoire, il me file une rouste. On m'a jamais filé de rouste. Okay. C'est ce qui m'a manqué peut-être dans ma vie. Il m'a jamais filé de rouste. Et ce gars-là qui sort de nulle part, qui était une montagne, il me file une rouste devant tout le monde. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu fais ça dans le sport, tu vas en prison. Oui, et en fait, ça avait choqué mes amis. Parce qu'ils me disaient, putain, on te connaissait un peu rude, un peu ceci, mais bon. Et j'ai pas dormi de la nuit. Tu réagis comment? Alors, et déjà, sur le moment, tu réagis comment? J'ai honte. J'ai honte. Ouais, tu te rebelles pas davantage? Non. Tu te sens honteux? J'ai honte. J'ai honte parce que j'ai manqué de respect à une personne. Ok. Et je prends une branlée, et c'est ce qui m'a manqué peut-être à certains moments de ma vie. Donc tu te dis c'est juste finalement? Non, ouais, c'est juste et c'est fondé. Mais le truc qui est intéressant, c'est que je dors pas de la nuit. Je dors pas de la nuit. Et toute la nuit, je me ressasse, je me mets ça en tête, je dis putain, il y a un truc, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et le lendemain, réfléchir en fait. Ouais. Et puis le lendemain, il tenait un bar du côté de Toulon, je vais le voir. Et je dis monsieur Patroni, je peux vous voir, s'il vous plaît? Et il me dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Tu veux parler de ce qui s'est passé hier? Et j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais en mode sérieux là. Sérieux. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et je dis un truc que je pensais jamais dire. Je lui dis je voulais m'excuser. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est inacceptable, c'est irresponsable. Je m'excuse, je sais pas ce qui m'a pris et tout. Mais là où il a été bon, c'est qu'il connaissait ma vie. Okay. Et il était au courant de tout. Les bons côtés, les mauvais côtés, le cadre familial, il savait tout. Et il m'avait rien dit. Et je lui dis, je sais plus quoi faire. Et là, il me regarde, il me dit, moi, je sais ce que tu vas faire. Tu sais quoi? Tu vas m'écouter maintenant. Alors, ta putain de bagnole, tu vas de suite la rendre, je sais pas où tu l'as prise. Ton truc, c'est fini, tes conneries. Tu vas essayer d'être un homme. Je vais t'apprendre à être un homme. Et je dis, putain, mais j'ai quelqu'un qui m'aime. Qui te tend la main. Ouais, qui me tend la main et qui m'aime parce que quand tu fais le con, tu fais rire tout le monde. Oui. Mais tu fais rire. Mais personne t'aime. Mais personne t'aime, finalement. Tu recherches un peu d'affection par l'émotion. Et ma mère m'a. marqué, en fait. Ouais. Mais en plus, encore une fois, moi, j'ai eu un amour maternel qui était hors norme. Ma mère, ça a été, comme je le dis très souvent, ça a été mon meilleur coach. Mais la pauvre, elle a tellement donné pour ses enfants et je pouvais pas. On a ce point commun. Ouais. Et puis, c'est une maman. C'est une maman qui est douce, qui finalement n'était pas dans l'affrontement ou dans l'autorité. Je pense qu'elle a subi parce que, bon, nous, sa famille, parce que tout le monde te dit Califano, c'est italien, mais mes origines, personne ne les connaît finalement. Mes origines, elles sont très simples, moitié italienne, moitié tunisienne. Ok. D'accord, voilà. Donc, du côté de ma mère, bien sûr, née en Tunisie, sa mère tunisienne, mais son père, voilà, sicilien, donc voilà. Et du côté de mon père, pareil, voilà, sa mère tunisienne, mon père né en Tunisie. D'accord. Donc tu vois la mixité, tu vois le côté un peu méditerranéen, je l'ai. Ok, mais ce teint clair, les yeux bleus. Alors ma mère. Ça vient de qui? Alors tu sais, dans le désert, apparemment, ils sont blonds aux yeux bleus. Donc, et j'ai eu la chance de voir certains de mes cousins. Il y en a certains qui sont blonds aux yeux bleus. Excellent. Et c'est vrai que quand, moi, je comprends très bien l'arabe, voilà, même mes filles aujourd'hui, quand elles me disent, ouais, c'est vrai, papa, nos origines, on voudrait savoir, on voudrait venir, donc on est souvent été... C'est bien ça. Ouais. Donc il y a un vrai mélange de culture chez toi. Mélange de culture. Nous, on est très, voilà, on peut être sauce tomate harissa, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais je voudrais revenir sur cette histoire avec Monsieur Patroni. Donc il te tend la main. Il me tend la main. Il te tend la main. Ouais. Et c'est fort. C'est fort. Et c'est la première fois pour toi, finalement, que depuis que ton papa est parti, on s'intéresse à toi. Ouais. Vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il te dit un truc, et il me dit, si tu arrêtes de faire le con, dans 5 ans ou 4 ans, tu joueras en équipe de France. Wow. Mais il croit en toi parce qu'il t'a... J'ai 14 ans. Je commence le rugby. Il me dit... Il décèle chez toi une problématique, il va t'apporter de l'aide, mais il décèle chez toi un talent aussi. Ouais, et il sent surtout quelqu'un en souffrance.
Ok. Et oui, mais il sent quand même qu'il y a du potentiel chez toi, que tu as mais du talent. En fait, il faut savoir que cette personne qui m'est chère, a laissé les talents de Marc de Rougemont, international, Yann Delegue, international. Donc, il avait déjà cette fibre. Parce qu'à l'époque, on ne l'entraînait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, attention, je ne fais pas de parallèle en disant c'était mieux avant ou un truc comme ça. Tout est différent. Le truc, c'est qu'on avait un côté un peu plus, on va dire, pédagogue. On allait plus au fond des choses. C'est-à-dire que les joueurs qu'on entraînait, et moi, c'est ce qui me sert aujourd'hui quand j'entraîne, c'est pas que le joueur qui m'intéresse, c'est aussi l'homme, c'est à savoir un peu ce qu'il y a derrière la facette. C'était plus familial. Pas que le savoir-faire, le savoir-être aussi. Le savoir-être, et puis tu sais... Oui, je veux dire, dans le club, c'était beaucoup plus familial. Et de prendre le temps, surtout parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Le rugby pro, voilà, on le sait, c'est comme ça. Mais quand tu as la chance d'entraîner un peu au niveau amateur, tu te dis, il faut que je prenne le temps. Et c'est grâce à ça qu'on a aussi de belles histoires. Donc se passe cette histoire avec M. Patron. Donc lui te dit, dans 4 ans, 5 ans, il m'a dit, tu pourras être professionnel. Ouais. Écoute-moi, suis-moi. Ouais. C'est ça. Je veux plus que tu fasses le con. Ok. Voilà. Il me dit maintenant, si tu fais le con, je te casse la tête. Et comme il a toujours fait ce qu'il disait, Ouais. comme je me suis fait éclater la tête une fois, je vais pas me la faire éclater 2 fois. Tu sais ce que c'est, quoi. Ouais. Et c'est fort ce qui se passe entre nous, parce que c'est dur des fois ce que je peux te dire, parce que oui, mon père nous a malheureusement abandonnés. Voilà, c'est des épreuves de vie. C'est comme ça. Mais lui, il s'est porté. Oui, au-delà du talent qu'on aurait. Peut-être ça aurait marché ou pas marché, peu importe. Il s'est lancé dans cette histoire avec moi parce que... Oui, il était acteur de ta réussite, quoi. Ouais, et vous donner des idées, vous donner encore des points sur... on était devenus presque très rapidement fusionnels, quoi. Vous avez une connexion tous les deux. Ouais. Mais finalement, c'est la rencontre de ta vie. Mais c'est la rencontre. Alors d'habitude, on dit que c'est une femme. Ben là, c'est un homme. Et c'est fort parce que je me dis... Qu'est-ce que tu serais devenu, Sid ? Tu te poses pas la question. Ouais, je sais ce que je serais devenu, mais c'est pour ça que ça me sert aujourd'hui quand j'interviens auprès des jeunes. Je dis pas, je raconte pas automatiquement mon parcours de vie, mais je comprends très facilement ce qu'ils peuvent ressentir ou ce qu'ils vivent. C'est ça qui est intéressant. Si vous arrêtez dans le vestiaire, vous savez, moi j'ai fait des conneries, moi j'ai volé une voiture, ça les intéresse pas les jeunes. Oui. Par contre, si vous arrivez dans le vestiaire, je te comprends, je suis à l'écoute. Regarde, tiens, si on faisait ça, tiens, si on arrivait... En fait, il ne faut pas être donneur de leçons, quoi. Il faut juste écouter activement. Et je crois, et ça a toujours fonctionné pour l'instant, et tant mieux, quand je rentre face à des forces, on va dire des grosses individualités, des jeunes qui ont du caractère, qui sont durs, où les entraîneurs disent laisse tomber, tu n'y arriveras à rien. Putain, je me régale. Je me régale parce que c'est moi, un vrai challenge. Parce que c'est moi. Ça te ressemble. Et c'est ça qui est fort, parce que c'est moi, et quand je les prends à contre-pied, parce que tu vas en frontal, ça marche pas. Ils sont en frontal tous les jours, toutes les 5 minutes. Oui, ça n'intéresse personne. Ça change pas de leur vie. Ça change pas de leur vie. Par contre, vous leur donnez juste un truc comme j'ai reçu moi, un peu d'amour, un peu d'intérêt. Juste comprendre. Voilà, comprendre. Ça va très fort. Et du coup, là, tu rentres dans un système où tu t'entraînes. Je m'entraîne et je prends conscience que finalement, peut-être le rugby va m'aider à m'en sortir. Donc là, tu as un vrai plaisir avec le rugby. J'ai déjà du plaisir, mais des plaisirs plutôt pour la connerie. Et là, je bascule dans le truc avec un objectif. Un objectif. Voilà. Et mon objectif premier, c'est de dire, tu as la chance d'être dans un grand club qui est le RCT, putain, essaie de jouer en première, parce que ça faisait rêver. Nous, on voyait à l'époque des Manu Diaz, des Eric Chant, des Jérôme Gallion, c'est toutes ces légendes, hein, même tous ceux qui sont passés auparavant. Et voilà, tu te disais, mais ces mecs-là, quand ils sont dans le centre-ville, on avait l'impression de voir des gladiateurs. Les mecs, ils sont là, ils sont beaux, ils ont de la prestance. Et moi, je me disais, tiens, mais je veux ça, moi. Donc, tu as un objectif, tu es inspiré par ces grands joueurs, et tu te dis, je veux moi aussi être comme ça. Ouais, mais la fierté, l'appartenance, la fierté de dire, tiens, je suis dans une ville qui est quand même Toulon. C'est quoi l'ADN du club de Toulon ? Oui, c'est le combat, oui, c'est les valeurs, oui, c'est la fierté de porter ses couleurs rouge et noir. Et puis, l'appartenance de dire, tiens, on est dans une belle et grande famille. C'est là où tu comprends que finalement, le rugby, ça apporte des valeurs. D'accord ? Je ne dis pas que c'est différent des autres sports, mais on a quand même un socle. On peut le dire. Enfin, c'est un sport beaucoup plus familial. Chaque sport a ses valeurs. Alors, moi, j'étais sur un sport co, donc c'est différent. Parce que tu vois, quand tu es dans un sport co, on parle beaucoup de solidarité, on parle de respect. On parle de pertinence, on parle de cohésion, de résilience, de cohésion, voilà, tout ça, tous ces points qui font la force d'une équipe. On n'est pas seul. C'est l'équipe, c'est l'esprit d'équipe.
Et du coup, là, tu t'entraînes à fond, tu joues. Et il y a un moment, il y a un point de bascule. Ouais, il y a un point de bascule parce que 18 ans, 2 doigts de rebasculer sur les conneries. Ah. Ok. Et en fait, Toulon, et je leur en veux pas, ne sentent pas le truc. Ne sentent pas le truc. Ils disent, ouais, ok, bon, ça va le faire, ça va passer, et tout comme ça. Et arrive un truc incroyable, un truc incroyable. Et là, on était vraiment dans une situation difficile, très, très, très difficile. Et l'histoire, elle est dingue. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi moi, quoi? C'est un truc de fou. Et on est dans une situation où je me dis, bon, allez, c'est reparti, c'est reparti comme en 40, on va faire les conneries pour s'en sortir. Et arrive un gars, tape à la porte chez moi. Je vois un gars habillé avec en plus un long manteau belge. Ok. Et c'est bon, c'est un huissier, lui, il a tout gagné. Et je commence à dire, qu'est-ce qui se passe là? Et le mec, il me dit, Monsieur Califano, je me présente et en fou. Et en fait, c'est un mec qui venait, l'histoire est dingue, hein, qui venait en fait comme un peu comme un rôle d'agent recruteur. Ok. C'est agent recruteur du club de Bourges, là où j'ai touché mon premier ballon. Et il me dit, voilà, écoute, je suis dans le coin, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce que nous on est en train de monter un gros projet sportif avec le club de Bourges, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et le premier truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table? Et il dit, ben voilà, que nous on fait rentrer ta mère à la mairie, toi rentre à l'EDF, on vous paye la maison. Oh, wow. Écoute-moi. J'ai dit, je l'embrasse pas de suite parce que ça va foutre mal. J'ai dit, ben rentrez à la maison, on a bu du café. Une semaine après, on est parti. Ok. On a tout abandonné. On est parti, je vous dis franchement, chacun un sac. On a tout laissé, la maison, tout, on n'avait rien, on n'avait pas de meubles. On est parti comme ça. Et donc, nouvelle vie. Nouvelle vie. Et on arrive à Bourges, donc on est logé. Alors, Bourges-Toulon, ça fait loin. Enfin, Ouais, c'est assez loin, c'est au-dessus de Châteauroux. Ok, donc, pas loin de d'accord, Paris. Et donc on arrive, on n'a rien. Et le mec se dit, ouais, mais les meubles, j'irai chercher, ouais, Pinocchio. Et en fait, je me rappelle, il y a une scène qui est incroyable. Donc, bon, on se porte bien hein, chez les Califano. Donc, si on peut tenir, donc on mange pas. Ok. Et je me rappelle, le premier versement qu'ils me font, c'était quand même énorme. J'avais jamais vu ça. Un premier versement pour dire, tiens, ça y est, Donc, tu rentres dans la vie de sportif de haut C'est niveau. ton premier salaire Ouais, du rugby. ouais. Et là, j'ai encore cette image qui va vous faire rire. Les gens qui nous regardent vont peut-être rigoler aussi, j'espère. En fait, je prends ma mère, je prends mes deux sœurs, je dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors ma mère elle me dit, moi, je vais faire que du fromage. Ma sœur elle me dit, je vais manger que ça. Et je me rappelle, j'étais parti faire les courses et j'avais une table comme celle-ci, hein. Il y a de la bouffe partout, mais on l'a bouffé. Et en fait, mais c'est à la fois dur, c'est à la fois beau, rigolo. Mais oui. Et à la fois, c'est dur parce que tu te dis, Oui, on a manqué. C'était le vrai repas on a manqué. plaisir. Pour une finalement. fois, C'était le repas de. Plaisir. on peut se faire plaisir sans sans Ouais. culpabilité, quoi. Mais à la fois, c'est quand tu des fois tu sais, tu prends du temps parce que ça te marque ces choses-là. Tu ne dis pas tiens, j'oublie. Allez, c'est bon, maintenant je suis bien, tout va bien. Bah, je on passe peut pas sur- oublier. Ça marque à chaque fois. C'est sûr. Mais c'était de dire la première réflexion pour être très transparent. Quand j'ai vu ma mère et mes sœurs en train de manger, c'est con. Hein, j'ai dit je suis en train de les sauver. Et là j'ai dit go. Donc là, tu te dis un peu, j'ai Ouais. réussi. J'ai Non. réussi. J'ai- Non, en Mais soutien c'est de une très famille. bonne. Aurélie, franchement, c'est une très bonne. Oui, j'ai réussi. Mais est-ce que je peux aller plus loin? Oui, parce qu'il faut pas perdre Mais ça. c'est là où Voilà. c'est de la. Et j'ai une C'est question. là où c'est- Quand aujourd'hui tu manges, Normalement. tu manges bien, Ouais. est-ce que tu as des flashbacks sur ces images-là? Ouais. Parce que moi, je les ai de mon enfance, Ouais. mais par exemple, tu as une belle tablée et tout. Est-ce que ça te ramène des fois Ouais. à ça? Ça me rappelle. Alors bien sûr, pas tout le temps, mais ça me rappelle des trucs. Et surtout, j'essaie d'inculquer à mes enfants le respect de la nourriture, de ce qu'on Pas peut du avoir. gaspillage. Et chaque fois, elle me dit ah papa, tu nous gonfles le truc. Mais je pouvais pas leur dire. Jusqu'à un certain moment, je pouvais pas leur dire pourquoi. Normal. Donc il a fallu que je passe ce cap-là et je l'ai fait il y a peu de temps. Hein. Donc qu'avec les grandes, parce que j'ai deux petites aussi, qui habitent en Corse, je prends le temps, je les ménage. J'ai pas envie qu'elles sachent ce que j'ai vécu. Oui, pas Et la parce que réaction ce- des grandes quand tu leur as dit. Elles se sont mises à pleurer. Eh oui, Parce que qu'elles se sont me pas disent, on imaginées. comprend plus certaines choses. Pourquoi Ok. tu nous casses les pieds? Pourquoi tu nous demandes ça? Pourquoi tu nous demandes de respecter ça? Elle me dit, mais pourquoi tu disais pas avant? Je dis, parce que j'avais pas le temps de la réflexion. Le temps et peut-être aussi le comment. Ouais, C'est toujours et le compliqué. temps de la de- réflexion. Je veux pas donner l'image de quelqu'un qui a été traumatisé. Je veux pas donner l'image de quelqu'un qui a fait que se plaindre sur son sort. Tu veux Ça pas être m'intéresse. une victime. Non. Vous savez, quand je disais, c'était une période, et ça les a beaucoup touchés, ça, quand je leur ai dit. J'ai dit, vous savez, Mamie Gabi, elle ne pouvait pas m'acheter de chaussures. Une fois, je trouve une paire de bottes caoutchouc, j'ai fait 6 mois avec.
6 mois. Et les mecs, ils disent, mais pourquoi tu mets toujours... Ah, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Et il pleuvait jamais. Ça a dû être des moments Ouais, dur parce que... Parce qu'il y a le regard des autres. Exactement, c'est exactement ça. C'est le des regard des autres. Parce que quand tu te justifies à dire non, mais j'ai mis Ouais. ça. Et puis quand on est jeune, on se construit. Ouais. C'est dur. d'autant plus difficile. C'est dur parce que tu finis, tu as des chaussures plus que catastrophiques. 6 mois à marcher avec des bottes à caoutchouc, si vous savez, tu n'as plus de semelles. Donc je mettais plus qu'un carton. Et quand je dis ça à mes filles, elles sont. Ça déclenche un truc, c'est ça qui est pour moi, tu vois, me soulage aussi. Et je me rappelle, la première paire de chaussures, très belle paire de chaussures que j'achète, je les mets en haut de l'armoire, et toutes les 5 minutes, je lui mets. Regardez ces chaussures. Mais c'est franchement. On en rigole, mais. Ouais, mais je rigole parce que j'ai vécu un peu les mêmes. Parce qu'on se fait l'image, mais c'est quand même un moment pour toi qui a dû être important. Ta première paire de chaussures neuve et celle que tu as pu t'acheter et de porter et de te dire je fais comme les autres. Même je suis comme les autres. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a un truc. Je t'ai tutoyé, hein, désolé. Tu peux. Quand on parle de la différence, quand on parle notamment dans le milieu scolaire, le harcèlement, le truc. Moi, j'ai jamais été harcelé parce que j'ai pu me protéger de ça. Mais la moquerie, j'ai pas pu m'en protéger. Malgré ton gros caractère? Ouais, en fait, je souffrais. Ton physique et ton gros caractère? Je souffrais, mais c'était terrible. C'était terrible, parce que moi, mes potes avaient 16, 17 ans, ils avaient tous une copine. Mais moi, qui voulais de moi? Tu dis, lui, le gros, là, il a pas de dégaine, il a rien. C'était dur. C'est vrai, donc même ado, même avec les filles... Non. En fait... oui, j'ai essayé une fois ou deux, tu vois. Je dis pas que voilà. En fait, mais tu sentais qu'il y avait la honte, les copines qui disaient mais t'as vu, c'est un clochard. C'est dur parce qu'il avait tout à gérer. Ouais. Il devait jouer au rugby. Il avait un objectif. Il n'avait pas de sous. Il avait que dalle, quoi. Hein. Ouais. Mais ça forge, tu vois, Michel, ça forge. Ah oui, parce que tu vois, je me dis, si j'avais pas eu cette rencontre avec Monsieur Patron. Vous avez vu, je ne dis pas ni son prénom. Si j'avais pas eu cette rencontre, si j'avais pas eu des concours de circonstances qui ont fait que, oui, finalement, regarde aujourd'hui où j'en suis. Tu as eu des mains tendues? Tu as eu des belles opportunités? En fait, si je devais résumer ma vie, c'est les mains. Les mains. Tout ce que je fais, c'est un rapport avec les mains. Aujourd'hui, je travaille avec mon ami Jean-Paul Gentil et le domaine Gentil qui fait du vin. On est avec le côté terroir, les mains, on ramasse un truc avec les mains. Le rugby, c'est quoi? On fait des passes avec les mains. On peut faire avec les pieds, mais c'est pas mon rôle, ni mon poste. Le patron, il me prend dans la main, il me serre la main, il me regarde, il me dit « Tu es prêt, Minot ?» Il me serre la main. Donc, tout un rapport avec les mains. Et encore une fois, il faut dire j'ai eu de la chance. Et c'est pour ça que, quelque part, mon devoir, je ne dis pas ma mission, mon devoir, c'est quand on me dit Kali, on a un minot là, il n'y a que toi qui peux le gérer, viens. C'est ma mission. Tu essaies de redonner ce qu'on t'a donné. Ouais, c'est une mission, mais c'est aussi un devoir. C'est ce que je disais. Tu peux pas, tu es pas insensible. Tu es obligé d'avoir de l'empathie puisque toi tu es passé par là et qu'on t'a aidé. Donc tu te dis, moi aussi, je vais le faire, je vais le transmettre. Mais à quelque part, maintenant c'est la question que je peux poser. Les gens me la poser, mais à quel moment ça va s'arrêter? Okay. Et justement, c'est maintenant qu'il faut en parler. Parce que quand monsieur Patron me dit dans 4-5 ans, tu joueras en équipe de France, ben ça arrive finalement. Parce que j'arrive à être un peu plus sérieux aux entraînements, je suis là, je manque pas d'entraînement, et puis ça arrive, et puis l'histoire de Bourges, donc on part à Bourges. Mais là, écoutez bien ce qui se passe. Hein. Donc quand j'arrive à Bourges, je commence à faire mes premiers matchs, notre vie se dévoile enfin, et finalement, le brouillard n'existe plus, donc tout va bien. Et je reçois un coup de téléphone du président du club de Bourges, qui est Monsieur Boudet. Monsieur Boudet. Et il me dit, Christian, il y a un problème. Apparemment, tu aurais été à Toulouse, tu aurais volé 5000... Tu aurais pris dans un magasin 5000 francs de fringues et tu serais parti sans payer. Ah bon? Donc là, tu as atterré, tu te demandes... Monsieur le président, j'ai jamais fait ça. Puis l'image, quoi. Bon, oui, des conneries, j'en ai fait, mais... Et il me dit, il y a ce monsieur-là, il faut que vous l'appeliez, parce qu'il est très remonté, il va appeler la police et tout. Donc là, tu te demandes c'est quoi cette histoire? Ah non, mais je prends le papier, je marque le numéro et tout. Et je vais à l'époque, c'était les cabines téléphoniques. Donc je prends 5 balles à l'époque, 5 francs. 5 francs, tu pouvais téléphoner 1 heure. Je mets les 5 francs dedans, et le gars, il fait, oui, bonjour, monsieur l'a battu. Et là, je pars dans un discours de malade mental. Qui tu es? Tu dis que je suis un voleur, je vais descendre, je vais te casser les jambes et tout. Donc, mais
le comte de Toulon, quoi, tu vois. Et il m'a laissé parler pendant 20 minutes. Et là, il me dit, c'est bon, t'as fini là? Il me dit, je me présente, je m'appelle Robert Labattu, je suis sergent recruteur du Stade Toulousain. Quelle honte. Ah non. Quelle honte. Mais ça, c'est... Mais ça, les gens me demandent, des fois, ils me disent, mais écris un livre, parce que c'est pas vrai. Ah oui, ça, Comment j'ai été recruté à Toulouse? C'est comme ça, donc. C'est comme en fait, ça. il appelle ton club, Ouais, il invente cette histoire de Ouais. vol dans la Malin. boutique Ouais. pour que tu le contactes. Et ouais, parce qu'il me dit, allez, comment tu veux? Comment il pouvait contacter Comment je peux te finalement contacter? Il me dit, C'est malin, c'est quand même. impossible. Ça, c'est Il me fou. dit, mais jamais, nous, on t'avait déjà repéré. C'est ça qui me donne encore Des frissons. les frissons, la chair de poule. Il me dit, on t'avait ciblé déjà à 14 ans, on savait que tu étais un phénomène. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais il me disait, on savait qu'il y avait un truc chez toi, et on t'avait déjà ciblé. Mais jamais on n'aurait pensé que tu quittes Toulon comme ça, du jour au lendemain. Mais on était fous parce qu'on savait pas où tu étais. Et puis, du jour au lendemain, on a su que tu étais à Bourges. Le seul moyen que j'ai pour te contacter, c'est ça. Et moi, je dis, monsieur Labattu, je sais pas quoi dire, je suis désolé. Non, mais laisse tomber là, c'est bon, j'ai compris qu'il était dans le caractère. C'est bon, il faut pas te faire chier. Et il me dit un truc très simple, il me dit, voilà, maintenant, on discute plus, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes nous voir. Et ça tombait dans une période où le rugby n'était pas comme celui d'aujourd'hui, donc tu avais des temps libres. Tu avais 2 entraînements par semaine. Voilà. Okay. J'ai dit, voilà, écoutez, moi, vous savez, le club de Bourges m'a sauvé la vie là. Il me dit, non, mais t'inquiète pas. S'il doit se passer quelque chose, on le fera avec beaucoup de respect et comme il faut, il n'y aura pas de souci. Donc il me fait descendre à Toulouse et j'arrive au Stade Toulousain. Là? Mais là, c'est la révélation. Tu te dis, mais le Stade Toulousain, qu'est-ce que c'est cette machine? Parce que quand tu te donnais à l'époque, tu prenais n'importe quel jeune, tu te dis, moi je veux jouer ou à Marseille, ou au PSG, ou à Lille, ou à truc, ou tiens, je veux jouer au Real de Madrid, à Barcelone, ou au Milan AC, peu importe. Mais c'était pareil. Moi j'avais des étoiles dans les yeux, il me récupère. C'était le club. Mais oui. Mais c'était le club à l'époque parce que tu avais toutes ces légendes. Tu avais Claude Portolan, tu avais Jean-Marie Cadieux, Philippe Roger Thomas, tu avais Éric Bonneval, je ne vais pas tous les citer, Monsieur Albert Sigagna, voilà, Hugues Murin. Mais tous ces mecs-là qui étaient déjà des légendes. Et donc, moi, j'arrive tout jeune dans le club. J'arrive dans tu arrives là. Mais raconte-nous ta première fois, quand tu franchis donc les portes du stade, que tu arrives sur la pelouse. Mais vous allez voir, vous nous laissez 2 heures là. En fait, l'histoire, elle commence comme ça avec le Stade Toulousain. Donc j'arrive et je découvre le Stade Toulousain. Et tu es un gosse. Et ton seul truc, c'est de dire, mais je veux être là, ma place, elle est là. Et tu es pris par le truc de dire, merde, putain, mais j'ai aussi le club de Bourges qui vient de me sauver la vie. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu es perdu. Tu sais plus quoi faire. Et j'ai un peu, quand même, je pense, un peu des valeurs. Okay. Et moi, je leur dis au Stade Toulousain, je dis, voilà, moi, la décision ne dépendra pas de moi. Elle ne dépendra pas de moi. Je vous le dis franchement. Moi, le club de Bourges est venu me sauver. Si le club de Bourges me dit, tu restes là, je ferme ma bouche et je reste là. OK? Et si je deviendrai dans 1 an ou 2, je viendrai. Surpris, parce qu'il dit, tiens, quand même, c'est le mec qui refuse le Stade Toulousain. Il me dit, il n'y a pas de souci, on te laisse faire. Et je dis, par contre, si je devais venir au Stade Toulousain, si je dois venir au Stade Toulousain, je veux que le club de Bourges soit dédommagé de tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est-à-dire, l'aménagement, location. Okay. Je me dis, il n'y a pas de souci. Donc, je monte voir le club de Bourges, et je ne vous dis pas, quand je dis ça à ma mère me dit, mais moi, franchement, Doudou, elle m'appelait, mon surnom, elle me dit, Doudou, je ne sais pas quoi faire, moi, je suis perdu, on ne me demande pas, qu'est-ce que tu as envie au fond de toi? Moi, je lui dis, au fond de moi, j'aimerais, parce que ça ne se refuse pas, parce que là, c'est te dire, le travail, c'est une opportunité. Et je prends mon courage à deux mains, et finalement, je vais voir le président. Il sent qu'il y a un truc. Ils sont bons, ces présidents. Et c'était quelqu'un qui avait là aussi, qui avait de belles valeurs, un grand monsieur, ouais, je lui dois beaucoup. Malheureusement, il nous a quittés il y a très longtemps, mais voilà. Et je m'assois. Et il a le petit sourire en coin. Il me dit, toi, si tu es là, c'est pour m'annoncer quelque chose. Je dis, voilà, écoutez, je veux être franc. Le monsieur qui vous a demandé que je le rappelle, c'est le sergent recruteur du Stade Toulousain. Et finalement, je suis allé le voir. Il me dit, je m'en doutais un peu. Et j'ai dit, voilà, il m'a fait visiter le club, il y a un truc, et ils aimeraient vraiment que je rentre dans le plan, voilà, pour être dans la grande... À la grande lignée. Grande lignée, grande équipe et tout. Et j'ai dit, voilà, moi, par contre, je vais vous dire un truc. La décision, elle ne va pas dépendre de moi, elle va dépendre de vous. Il me dit, tu plaisantes? J'ai dit, non, je ne plaisante pas, la décision ne dépendra pas de moi. Vous savez, ma mère et mes sœurs, elles vivent tous les jours grâce à vous. Donc, je sais de ce que je vous dois. J'ai dit, par contre, c'est vous qui allez la prendre. Il me dit, mais tu plaisantes ou quoi? Il me dit, moi, je vais prendre la décision. Réfléchis un peu. Tu penses que moi, je vais te garder? Président de Bourges, je vais te garder. Tu vas venir, tu vas aux entraînements. Mais tu plaisantes ou quoi, Christian? T'es déjà parti. Alors, il me dit, tu sais quoi?
Mon plus grand bonheur, c'est que tu réussisses là-bas. Waouh. C'est beau. Ouais. Il me dit, sur l'aspect contractuel, ne te prends pas la tête, ils vont nous rembourser, ils vont faire tout ce qu'ils font, parce qu'on sait que c'est un grand club, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu pars là-bas, j'ai encore les frissons. Montre-moi qu'on ne s'est pas trompé sur toi. Donc, je me suis mis à pleurer comme un gosse, parce que je me dis, putain, mais c'est beau les gens que tu peux rencontrer dans ta vie, putain. Parce que là, aujourd'hui, tu es un président. Tu te dis, mais attends, moi, je veux rien savoir, c'est pas mon problème. Mais on parlait de valeurs, finalement. Effectivement, les valeurs dans le rugby, des grands monsieur. Des grands monsieur, des gens qui t'ont aidé, ils t'ont pas bloqué. Ils savaient que tu pouvais aller très très loin et il t'a permis d'aller très très loin. Mais tu vois, je peux pas avoir un instant de ma vie où je pense pas à ces personnes. C'est impossible. C'est des repères. Peut-être malheureusement ou maladroitement, de temps en temps, j'oublie de les citer, mais il faut que à chaque moment où je me le rappelle, où je peux les citer, je dois le faire. Et ça se passe comme ça. Et donc, je rentre le soir. Tout se passe bien. Ouais. Oui et non. Oui et non, il y a toujours, il y a toujours des montagnes russes. Sinon, ça serait beau. Non, mais ça se passe bien, oui, parce que je rentre à la maison, je dis, voilà, on part dans une semaine, on redescend sur Toulouse. Et là, c'est une découverte, parce que nous, on est passé de Toulon, on va à Bourges, cadre familial, truc tranquille, on rentre dans la grande ville de Toulouse, quoi. Okay. Et c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'on arrive, on doit reprendre nos repères, on arrive à trouver une maison, donc... Et tes sœurs, elles suivent aussi, elles sont scolarisées encore à cette époque-là. Oui. Et puis là, le gros truc qui doit se passer, c'est que maintenant, c'est à toi de faire tes preuves. Parce que c'est pas gagné. Donc là, tu commences. Je commence. Et j'ai notamment une très belle anecdote ça va faire plaisir à mon grand ami qui est aujourd'hui président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, le premier entraînement que je fais. D'accord. Donc, le premier entraînement que je fais, moi, j'étais avec les juniors à l'époque. OK. Et on fait une opposition contre l'équipe première. Bon, il faut juste rappeler aux gens que moi, venant de Toulon, les valeurs, elles sont simples. Coup de pastèque, coup de genou, coup de pastèque. Donc, on est vraiment sur quelque chose de limité et sur quelque chose de très engageant. OK. Simple, efficace. Voilà. Il n'y a pas 36 façons. Je rentre dans un jeu un peu rugueux. Et à un moment, Didier Lacroix, qui était un peu plus âgé que moi, pas beaucoup, 2-3 ans, commence à s'agacer. Et à un moment, il veut se prendre avec moi. OK. Bon, je dis ça, j'ai eu cette chance de lui mettre... de bien gérer la partie. Et en fait, à l'époque, c'était 2 grands entraîneurs aussi, qui étaient au Stade Toulousain, Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. Et toute l'importance, elle est là. Et ils voyaient ça, et en fait, Daniel Saint-Amand, qui était à l'époque l'entraîneur des juniors, il me dit « Kali, arrête !» Et là, il y a Jean-Claude Scrella qui dit « Mais qui c'est ce gars-là ?» Et Daniel Saint-Amand lui dit « C'est Califano ». Et le gars qui était au bout du stade, il fait « Oh, Casino !» Casino, il m'appelle, il me dit « Oh, Casino, mais il faut pas frapper les mecs à l'entraînement et tout. » Et moi, je me retourne, je dis « Ah, mais je suis pas Casino, moi, je m'appelle Califano. » Mais c'est énorme. Non, parce que je peux me dire « Mais il est fou, celui-là. » Et en fait, il y a un monsieur, qui va être déterminant là aussi, qui s'appelle Pierre Villepreux. Okay. Donc, je sors du stade, je sors du terrain. Et je vais vous le refaire parce que j'adore le refaire, cet homme. Et il m'appelle, mais Christian, tu peux venir me voir, s'il te plaît, il faut que je te parle, parce qu'il veut comme ça, Pierre Villepreux. Et on commence à parler. Donc, il me dit, comment tu te sens? Alors, j'aime bien faire un peu l'humoriste aussi. Il dit, comment tu te sens? T'aimes bien le stade et tout? Je dis, Pierre, c'est fabuleux, c'est un stade, c'est fabuleux. Mais il me dit, tu sais, dans le rugby, il ne faut pas trop frapper les gars, il faut jouer au rugby. Je dis, ouais, je suis désolé, Pierre, parce que voilà, moi, c'est un peu mon ADN, je suis de Toulon, nous, les valeurs, le truc. Il me dit, mais nous aussi, hein, c'est un peu les valeurs. Et il me dit un truc qui va être déterminant, qui va déclencher un truc. Il me dit, tu sais, dans le rugby d'aujourd'hui, il faut faire preuve d'une certaine intelligence situationnelle. Et quand tu te dis ça, tu vois, t'as les fils électriques qui sont à moitié décablés, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, le mec? C'est là où ça prend tout le sens de ce que je vais devenir par la suite. Pourquoi j'ai été un des joueurs, je dis ça avec beaucoup d'humilité, qui a peut-être changé les codes sur le poste. Okay. Pourquoi j'ai couru plus vite que les autres? Pourquoi j'ai été plus agile? Oui. Pourquoi j'avais peut-être un peu plus... Voilà, jamais touché le ballon? Pourquoi j'ai pas désacralisé? J'ai changé un peu la donne sur ce poste. Parce que quand tu jouais pilier, tu rentrais dans le vestiaire, on te faisait sentir le ballon et on te disait, voilà, tu l'as senti parce que tu ne le toucheras pas du match. Ok. En fait, tu l'as démocratisé, quoi. Ouais. Explique-nous, qu'est-ce que tu as changé comme code? Non, c'est intéressant. Le truc, c'est que en fait, je suis passé de coup de genou à coup de pastèque à dire, on peut faire une double sautée, on peut taper un petit coup de pied par-dessus et on peut courir. Moi, j'avais la chance d'être entraîné par des très grands entraîneurs, d'avoir des préparateurs physiques hors normes. Et en fait, ils avaient décelé un potentiel chez moi qui était quand même la vitesse, l'explosivité.
Ok. Moi, je courais Donc ton atout, c'est ça. Ouais, je courais le 100 mètres à un peu plus de 12, dans ce qui était énorme pour un pilier. Et en fait, cette explosivité, pour moi, elle m'a servi. Parce que j'étais un des premiers joueurs. Mais encore une fois, c'est parce que je jouais au Stade Toulousain que j'ai eu ce profil de jeu. C'est pas si j'étais tout con à courir 100 mètres, ça apporte rien. Mais les mecs avec qui tu jouais, t'étais obligé de jouer comme ça. T'avais Émile Ntamak, il allait à 250 km/h, t'avais David Berthier, t'avais Thomas Castagnède, Christophe Delot qui était un magicien. Moi, je parle que des trois quarts, je parle jamais des avant. Mais ces mecs-là, David Berthier, Hugo Mola, Stéphane Ouget, je vais peut-être en oublier, Eric Cartiguste, voilà, tous ces mecs, Carbonneau, les frères Carbonneau qui m'ont rendu fou, mais tous ces mecs-là qui me faisaient rêver, parce que j'avais envie de dire, tiens, mais regardez les gars, je suis un avant, mais avec une mentalité de trois quarts. Et après, c'est vrai qu'il fallait rester aux bases quand même de ce sport. C'était, il faut pousser en mêlée, il faut lever les mecs en touche. Et plaquer, donc tu te redécouvres. Je me redécouvre un nouveau sport et je me redécouvre même moi. C'est ça, moi je dis. En fait, toi, tu te redécouvres dans ta façon de jouer, dans cette intelligence de jeu que tu crées et qui finalement te suit tout le reste de ta carrière. A amené une certaine facilité chez moi, ce qui attire l'attention aussi du sélectionneur. Hein. Parce que quand tu joues rapidement en équipe première, de suite, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est toute l'équipe du stade. Okay. C'est toute l'équipe du stade qui m'ont permis d'être comme ça. Et si pareil à Guinoves, voilà, qui m'a permis de... Parce que la première fois quand il me rencontre, parce que la suite, c'est lui qui l'apprend après Ascrella et Villepreux, et la première fois qu'il me regarde, il me dit, là, on a du boulot quand même. Là, il va falloir que, tu vois, bon, moi j'aime bien le magret, j'aime bien le foie gras. Bon, il va falloir que tu t'affines un peu. Bon, c'est vrai, il n'a pas eu peur. Donc voilà, et je prends conscience que c'est le port de... Mais je voudrais faire une passerelle de dire, je suis au Stade Toulousain, j'arrive en équipe de France. Ok. Et là, ça a tout son sens aussi. Alors, comment ça se passe l'histoire voilà. Comment ça se passe? Alors, bêtement, parce que on est champion de France en 94. Je suis passé, parce que c'est ma première année. Marc de Rougemont, lui, avait été mon ami, mon frère. Hein. Je ne parle pas de connaissance. Lui est pris en équipe de France. Okay. C'est un joueur extraordinaire, fabuleux. Bon, je dis ça parce que c'est mon frère. Et je le pense véritablement. Voilà, était 100 fois plus fort que moi. Et en fait, lui, il avait déjà été champion de France avec Toulon en 92, donc il a eu Marc, lui, il avait déjà marqué son territoire. Moi, je venais, c'est ma première saison, donc voilà. Mais on sent quand même des petits trucs chez moi. Et on est champion de France 94, et Marc de Rougemont se blesse. Et c'est moi qui prends la place. Et on part en Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc ton opportunité d'intégrer... vient malheureusement à cause de mon meilleur ami. D'accord. Et c'est dur, parce que tu culpabilises. Ah ouais, tu culpabilises. Oui. Tu te dis, merde. Tu pars, mais tu aurais préféré partir. Alors je dis pas que partir sur la blessure d'un joueur, c'est pas ce que tu préconises le plus, c'est ce que tu souhaites non plus. Mais tu pars parce que c'est comme ça, c'est un concours de circonstances. Et on part en Nouvelle-Zélande. Et donc ça c'est 95. 94. Où on gagne les 2 tests. Donc, première fois que tu découvres la Nouvelle-Zélande. Ouais, je découvre la Nouvelle-Zélande qui est mon deuxième pays d'adoption. Oui. Mais c'est on protège les animaux aussi, je crois. Ouais. Très petite parenthèse. On en parlera après. Et en fait, ce pays me marque pour plusieurs choses. Mais on va raconter l'histoire. Oui, si on va sur le côté sportif, et après je vous dire l'importance pour la nouvelle. Vas-y. Michel, ce qu'on aimerait, c'est que voilà, autour de ta carrière, qu'on arrive après un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Hein, qu'est-ce qui... Mais vous savez pourquoi j'insiste beaucoup c'est moi qui vous amène un peu là-dessus. Je suis désolé, pourquoi ? Parce que vous allez comprendre. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays du rugby. Il n'y a pas d'autre... voilà, c'est matin, tu allumes la télé, tu parles rugby. À midi, tu manges rugby. Le soir, tu dors rugby. C'est le pays du rugby. Il n'y a pas 36 000 trucs à chipoter. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi j'insiste lourdement là-dessus ? Parce qu'en fait, moi, j'y vais... Je suis remplaçant. Je suis pas dans les petits papiers de Pierre Berbizier, Monsieur Pierre Berbizier, encore une fois. Vous avez vu, j'appelle beaucoup monsieur, hein, mais par respect. Et on fait un premier... en fait, la tournée, c'était un match au Canada pour se mettre en jambes, et après, on part en Nouvelle-Zélande, normalement, se faire casser la tête. Et finalement, on part au Canada, on se fait casser la tête. D'accord. Donc, on perd contre le Canada, c'est une catastrophe, hein, avant de partir en Nouvelle-Zélande. Et on part en Nouvelle-Zélande. Et là, les entraînements, putain, ils deviennent de plus en plus durs. Et moi, ça me plaît. C'est une putain super. Hein. Mais là, quand tu te dis ça te plaît, en face, tu as des monstres de chez monstres. Marie, Gondalès, Roumat, Merle, Benazi, Marc Cessillon, Laurent Caban. Que des monstres. Et là, c'est dur. Et en fait, finalement, je tire un peu mon épingle du jeu.
Et Pierre Berbizier tente un coup de poker et dit on prend Califano sur le premier match. Okay. Donc titulaire sur le... Mais moi, le con de la classe, quand il annonce l'équipe, moi je suis au fond, je fais le con avec Léon Lopi, on est là, truc, et il donne l'équipe. Mais j'écoute même pas parce que je sais que je vais pas y toi, être. tu penses que tu es pas, donc tu... Mais je suis parti, moi je suis déjà en train de jouer au billard. Et putain, Léon Lopi, il se décompote, il me dit putain, gros, bravo quoi, il me dit tu joues. Et là, stress. De la peur de ma vie, mais il y a un sentiment, mais il y a un sentiment de peur et de fierté. Qu'est-ce que je fais d'après vous ? D'après vous, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je fais ? Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais justement ? Je pars en courant dans la chambre et j'appelle 2 personnes. Quelles sont les 2 personnes que j'appelle ? Ton papa d'adoption. Ouais. Et la deuxième ? Ma mère. Ah ben maman, oui. Ma mère. Alors j'appelle ma mère d'abord en premier et je décroche. Et je n'avais pas compris qu'il y avait 12 heures de décalage aussi. Je dis maman, on a réussi. Parce que dans la période que j'ai vécue, je voulais qu'on me respecte. Je voulais que, pas pour ce que j'allais devenir, mais de dire... tes qualités. Parce que franchement, je ne dis pas que j'ai... Là, je vous raconte que les côtés vraiment très positifs. Mais j'ai eu du regard des gens qui m'ont fait mal aussi. Hein. De dire, lui, c'est un petit voyou, on le sait, il sera un petit voyou, ne vous inquiétez pas. Donc toi, tu as eu l'impression que les gens ne croyaient pas en toi. Ouais, et je voulais leur dire, vous êtes trompés. Parce que les gens qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé, ils ont cru en moi. Et moi, je vais vous montrer. Et là, voilà, c'est une revanche sur la vie. Là, c'est une revanche. Mais après, j'avais pas de temps à perdre. Parce que on jouait le All Black, voilà. Et je voulais dire à maman, je dis à ma mère, maman, on a réussi. Et je pleurais. Se calme et tout, mais je suis fier de toi, mon fils, je suis fier de toi. Je suis fier. Et j'appelle... Bon, je l'appelle mon vieux. Oui, c'est dur, hein, je l'appelle mon vieux. Je peux pas l'appeler, je l'appelle Monsieur Patroni, je l'appelle mon vieux parce que... Tu as tellement de respect, on le ressent, hein, tellement d'amour. C'est le point de départ. Ouais, c'est le point de départ. Tellement d'amour. Je pense que vous avez compris, depuis tout à l'heure, quand je parle de lui, j'ai un peu d'émotion. Oui, mais c'est on le ressent. C'est parce que je si tu es là. Ouais, mais j'aurais voulu lui dire à un moment le mot fort papa, quoi. T'es comme mon père, mais j'ai jamais pu le dire. Mais il le sait, je crois qu'il le sait. Bon, on va arrêter là parce qu'après donc c'est lui dire on a réussi aussi, on a gagné. Mais dis, tu vois, Minon, je suis fier de toi parce que je savais que tu allais arriver. Je suis fier de toi. Maintenant, tu vas prouver ce que tu vaux sur le terrain. Et c'est là où ça démarre. L'histoire, le Stade Toulousain, Bourges, le Stade Toulousain, l'arrivée en équipe de France, la confiance de ces gens. Mais la consécration, elle est là. Elle est là parce que tu vas te la chercher, parce qu'il y a eu des histoires entre-temps, il y a des non-sélections, parce que les mecs, ils croient pas en toi, parce que ceci, oui, donc cela. Des échecs... Mais je suis pas dans le conflit, je suis pas dans le truc. Ils croient pas en moi, ok, c'est sa vision, je le respecte. Mais donne-moi l'occasion, donne-moi la chance de prouver ce que j'ai. Laisse-moi juste ça. Mais voilà. ça, si j'ai pas envie. On comprend bien que tu t'es battu pour ça. Parce que là, c'est vrai que tu nous fais ça avec une certaine facilité. On est passé de là, je suis passé de ça. Mais tu as eu des moments difficiles. Mais tu as eu des périodes de doute. Tu as eu des périodes de doute. Tu as dû te dire, mais je vais jamais y arriver. Pourquoi moi je vais y arriver. J'ai le regard des autres, etc. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer dans ta période de doute? Qu'est-ce que c'est? Quand il y a ces périodes de doute qui sont très difficiles à gérer, très très difficiles à gérer, comme je le disais, on est dans une période où là, tu as 18 ans, tu commences à basculer sur le côté vraiment, on rentre dans le truc, tu t'inscris dans le temps. Tu as des trucs, je le disais, pas pris dans la sélection pour les Jeux méditerranéens. Putain, les mecs croient pas en toi. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'ai toujours mis, quand je construis dans tous les projets dans lesquels je suis, je mets toujours des bonnes fondations. J'essaie de faire un bon père de famille. Je mets, allez, mets-moi bien du béton, là. Tu mets ciment prend, c'est le truc qui tient bien, le truc qui est solide. Et tu mets tes fondations. Les fondations, c'était quoi, moi? Ma famille. Déjà, ma famille. Ma mère, mes sœurs. Elle veut qu'elle manque de rien. Je m'en fous. Peu importe la situation, je veux qu'elle ne manque de rien. Voilà. Je veux pas qu'elle souffre. Donc ça, c'était la priorité. Deuxième, toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure, de ne pas les décevoir. De ne pas dire, putain, je les ai trahis, ils se sont trompés. Non, pas ils se sont trompés, je les ai trahis. Je peux pas. Et ça, je ne supporte pas. Et le troisième, dire la passion, le plaisir, et surtout de dire, allez, pense un peu à toi, si c'est pas mal. Et de voir ces 3 points faisaient un peu le socle de ce que je voulais faire dans ma vie. Mais ça, on sent bien que c'est vraiment ton ADN. Hein. Ouais. Quand on te rencontre, quand on discute avec toi, on sent que tu es un homme qui a des valeurs, qui a besoin
de gérer, d'assumer. Tu as un côté très paternel, hein. Ouais. Tu vois, tu as Trop protecteur des fois. Tu vois, tu as manqué d'un papa, mais toi, tu es Ouais. très ancré là-dedans. Ouais. Le père, le bon père de famille, le bon chef d'entreprise. Tu es un homme qui est vraiment dans les valeurs, dans la droiture. Ça, c'est ce que tu t'imposes. Ce que tu t'imposes par amour pour ta famille, par respect pour les autres. Mais toi, dans ton moment de doute, parce que oui, tu veux faire tout ça, et c'est magnifique, et on le respecte, et bravo Christian pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Mais dans ton, moi, dans ton intérieur, ton moment de doute, qu'est-ce que tu te disais? Je ne mérite pas, je ne vais pas y arriver, mais qu'est-ce qui a donné l'impulsion pour que tu pousses et que tu continues? Ça nous intéresse parce que c'est important. Avant de venir, je me suis dit, je leur dis ou pas? J'ai eu juste avant qu'on commence cette émission, j'avais envie de parler d'un truc très profond. Vas-y. Il y avait une dame qui nous suivait au Stade Toulousain, qui était toujours là, qui était plus qu'une fan. Elle faisait partie de la famille, elle nous supportait, elle venait en déplacement. C'était une dame d'un certain âge. Et elle m'avait touché, elle m'avait marqué. Et un jour, on se retrouve à la sortie du match, un truc comme ça, et on fait un match, et j'étais content et tout. Et elle me regarde comme ça, et elle met ses mains sur mon visage. Et elle me dit, mais si les gens ils savaient que derrière cette façade, il y a un homme qui souffre. C'est terrible. Elle dit, je sais que c'est une façade, Christian, que tu as. Dedans, je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre. Je te prends une claque dans la gueule, mais alors... On la ressent, ta sensibilité. Hein. Ouais, mais je veux dire, j'essaie de... Tu vois, pour ceux qui me connaissent, oui, ils connaissent mon parcours, mais je ne m'étale pas. Et comme je disais, je ne veux pas avoir le monopole de la souffrance, ça ne m'intéresse pas. Non, on voit que tu n'es pas dans la victimisation. Mais je me suis dit, comment une dame comme ça, qui suit... Vous vous rendez compte elle ressent les choses. Elle ressent les choses, elle dit, mais... Elle me prend comme ça, et c'était la mamie du stade. Elle me dit, mais Christian, tu vois, tu fais le troublion, tu fais rire tout le monde, mais je sais que derrière, il y a quelqu'un qui souffre. Ouais, j'ai beaucoup souffert. Ouais, j'ai beaucoup souffert parce que tu es tout le temps dans le questionnement. Toujours le questionnement. Est-ce que je le mérite? Oui, je me suis posé 36 000 fois la question. Est-ce que je mérite ma place? Est-ce que je mérite ma place? Est-ce que c'est légitime? Une éternelle remise en question. Mais c'est normal. Moi, c'est mon quotidien. La peur de perdre ce que tu as construit tout le temps. En fait, les gens, Michel, pour aller plus loin, disent, mais pourquoi tu cours? Tu fais que courir, tu t'arrêtes pas. C'est vrai que je te donne peut-être l'impression d'être un grand entrepreneur, pas du tout. Je suis quelqu'un qui arrive à entreprendre certaines choses, mais sur les 586 000 projets, combien il y en a qui réussissent? Et en fait, c'est pourquoi je cours. C'est ça qui est intéressant. En fait, je cours pour ne pas revenir en arrière. Alors, c'est très simpliste, c'est ce que je viens de dire. Mais quand je dis de revenir en arrière, c'est de ne pas revenir dans la merde dans laquelle j'étais. Et ça, je te comprends tout à fait. Moi, c'est tout mon parcours, ça. Ouais. De toujours se dire, je ne peux plus revivre ce que j'ai vécu. Donc, tu es constamment en train de chercher une solution pour ne pas revenir en arrière. Ouais. Et ton cerveau, il ne s'arrête jamais. Et on va dire, celles qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, c'est mes filles. D'accord. Ouais. Alors ça, on va en revenir. Parce que moi, je veux la genèse. On a envie de savoir. Mais tu es joueur professionnel, ça y est, les portes s'ouvrent, c'est génial. Ouais. C'est un peu la consécration, ça y est. On a le droit de dire... C'est 2 Coupes du Monde, 95, 99. 99 un peu moins jolie que la 95, mais celle de 95. Celle de 95, ça t'a marqué, quoi. Ouais, donc c'est celle-ci. Ouais. La plus belle. Et j'avais vu dans un des documents que tu as... Enfin, parce qu'on n'est pas les premiers chez qui tu passes, t'es une star quand même. Que c'est en 87 que tu as la vision de jouer en 95, c'est ça? En fait... Tu te dis, je vais jouer en équipe de France et faire une Coupe du Monde. Ça t'a plu? Ouais. Ok. C'est le truc que tu cherches, parce que... En fait, je me suis jamais, comme tout le monde, je pense... Quand tu arrives à un truc, tu veux pas t'arrêter, dire bon, ça y est, stop, c'est bon, on est arrivé, te dire ok, ça s'arrête là, j'ai réussi. En fait, c'est toujours intéressant d'aller plus loin. J'utilise souvent cette phrase, moi, que j'adore.
Et c'est pour ça que le sport co me va si bien. Disant, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est toujours voilà, cette recherche permanente de dire qu'est-ce qu'on peut découvrir ensemble. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on parle du Stade Toulousain, ma génération dans laquelle je commence, c'est pas la plus flamboyante. Hein. Je parle de 94, mais je parle pas de la saison 93, où on se fait casser la tête sur tous les terrains de France. Les gens ils disent, mais c'est quoi cette équipe en plastique? Voilà. Donc, et c'est ça. Voilà. Là, et là, c'est une remise en question, et on travaille, et on construit une nouvelle génération. C'est ça qui est intéressant, comme l'équipe de France. Mais je ne pensais pas que le sport pouvait apporter des trucs aussi forts, humainement. Tant d'émotions. 95, c'est la consécration pour moi parce que je suis à tous les grands joueurs que j'ai en poster dans ma chambre. Ok, c'est fou ça. J'ai Philippe Sella, en fait, les iconiques dans notre sport, c'est Blanco Sella et Jean-Pierre Rive. Aujourd'hui, Antoine Dupont. Mais ces mecs-là qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné cette passion. Et là, tu es à leur place. Et moi, je suis avec eux. Alors, je suis plus avec Philippe parce que je suis pas de la génération de Serge et de Jean-Pierre. Mais c'est incroyable. Et je vis avec ces mecs-là. Je vis quelque chose. Ouais, mais moi, je suis tout con, là. J'arrive, ils m'ont fait faire n'importe quoi parce que je suis un peu la Game Boy. Ils se disent, putain, Caïfano, c'est bon. Il vit sans cerveau, on va s'amuser avec lui. Excellent. Mais non, mais j'étais tellement content. Bon, tu sais, le chien que tu jettes le truc, il est content. Mais t'as toujours été le bout en train, finalement. Mais les conneries dans le vestiaire. Pour une Coupe du Monde, tu vois, parce que moi, j'aimerais vivre ça un jour dans ma vie, peut-être pas que dans le sport. Dans le sport, c'est terminé, c'est mort pour moi. Mais... Là, on va pas te décevoir. Ah, désolé. Il y a le côté sport dans la Coupe du Monde, ok, il y a la cohésion d'équipe, il y a l'entraide, les valeurs humaines, tout ça, mais de représenter son pays. Ouais. Ça, c'est quelque chose c'est l'ultime, non? Ouais. Alors, Michel, il y a deux choses. Déjà, de représenter son pays, c'est une fierté. Hein. Ouais. C'est une énorme fierté. J'aime le côté, quand on dit ce mot qui est fort, hein, fierté. Mais c'est surtout l'héritage que tu as. C'est ça qui est important. Ouais. Alors, il y a deux parallèles. Le premier, c'est quand tu joues les All Blacks la première fois, à 18 ans, 19 ans, quand ils font le haka, le premier truc qui te vient en tête, c'est putain, je vais mourir. Ah bon? Putain, j'ai pas de descendance. J'ai pas de copine. J'ai rien du tout. Je vais mourir ici. Je vais mourir, putain. Mais les mecs sont déjà à la plage. Ils vont m'éclater la tête. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Ok. Ouais, mais c'est le premier truc quand ils font. C'était impressionnant. Karamate. Et tu sais, il y a personne qui fait du bruit dans le stade. Tu dis, mais merde, tu vas mourir. Et là, c'est impressionnant. Hein. Mais c'est un truc de fou. Ah oui, mais c'est très, très impressionnant. Tu sais quoi? Tu sais que tu vas être confronté à ça. Et là, tu es entre deux monstres, Olivier Roumat et Olivier Merle. Plus le haka résonne et plus il te serre. Et là, j'avais envie de dire, oh les gars, je ne connais pas, vous allez me péter les côtes. Mais il me serrait, tu sais, mais par... Et ce qui m'a plu, c'est pour ça qu'on parle... Oui, cette période qui fait juste, avec ces petites parallèles, cet aparté qui fait rire. Mais là, le plus fort, c'est la fierté et surtout de dire, je découvre une nouvelle famille aussi. Tous les endroits où je suis passé, le Stade Toulousain, c'est ma famille. Okay. L'équipe de France, cette génération avec qui j'ai commencé, c'est ma famille. Pourquoi? Parce que quand on se voit... On se dit, ouais, t'as marqué un essai. On s'embrasse, on se serre. Okay. C'est fort. Donc, c'est pas une légende, finalement, de se dire que il y a le rugby, c'est une vraie famille. Ouais. Tu as finalement rencontré, tu as fait que de super rencontres et il y a une bonne ambiance. Je sais pas si j'arrive à... On idéalise beaucoup le monde du rugby pour ça. Ouais. Parce que on dit que c'est un monde qui est vrai, il y a de bonnes valeurs, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Ouais. Est-ce que ça a été vraiment ça tout au long? Toute ma carrière, ça a été ça. Toute ma carrière. En fait, et c'est là où si je reviens, je vais chercher des brides de ce qu'on vient de se dire là. En fait, quand je disais la mamie qui me prend dans ses mains, elle me dit, mais je sais qu'il y a un homme qui est en souffrance, tu fais rire tout le monde, mais je sais que tu souffres. Et... En fait, qu'est-ce que j'ai donné dans le vestiaire? Je voulais donner cette façade, oui, dans un premier temps, mais surtout, je ne pouvais pas dire tous les jours, les gars, merci, je suis trop content d'être avec vous. Et en fait, je me suis dit, quelle est la solution? C'est peut-être les faire rire, faire des conneries, et voilà. Et c'est vrai que les mecs, quand tu parles, tous les mecs qui ont fait des interviews, ils te disent, mais qui c'est qui a fait le plus le con dans le vestiaire? Automatiquement, c'est Caïfano. Ouais. Mais je m'en fous, parce que c'est pas pour mon image. Moi, je m'en foutais. Mais tu as une très belle image dans le rugby. Mais tu es conscient quand même de ça, que tu as laissé une très belle empreinte. En fait, c'est une image qui est pas, on va dire, pas encore aujourd'hui trop contradictoire. Elle est, les vrais puristes, ils vont te dire, ouais, ok, il est arrivé, il a bousculé, il a changé les codes dans son poste, ça a été un précurseur. Ouais, mais je me suis servi aussi des mecs qui étaient passés avant moi. Jean-Pierre Guinguet,
Louise Amari, j'en disais, je le renseigne, Claude Portange, Manu Diaz, tous ces mecs, je peux en citer 680. Je me suis servi d'eux. Okay. Je dis, putain, lui, il a fait ça. Putain, lui, il a mais fait sur ça. la technique, mais en tant qu'homme, tu fais après, l'unanimité, tu en es conscient. Ouais, mais en tant qu'homme, parce que j'ai jamais pu leur dire en face. Et là, maintenant, c'est plus simple. Ouais. J'ai envie de dire merci, les gars, pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Parce que si vous saviez, au fond de moi, ce qu'il y avait réellement, peut-être vous aurez compris d'autres choses. Et je veux dire que c'est comme aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libre. Vous savez, quand on parle, là aussi, pareil, je parle un peu dans tous les sens, mais c'est important. Je veux dire, moi aussi, j'ai des amis aujourd'hui qui font partie de la communauté LGBT. J'aurais préféré qu'ils me disent, tiens, non pas je préfère parce que j'ai pas un problème avec ça. Aujourd'hui, moi, je suis l'ambassadeur des Coqs Festifs, qui est une équipe de rugby LGBT. Je me régale, c'est fabuleux. Et j'aurais voulu qu'on ait ces échanges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il a manqué. Et moi, je ne pouvais pas rentrer dans cette profondeur avec mes coéquipiers. Oui, mais je ne pouvais pas raconter, mais je ne pouvais pas dire. Tu vois. Avec l'empathie que tu as, regarde, tu parles des communautés où tu es ouvert, tu es ouverture d'esprit. Cette empathie, c'est ton histoire. C'est mon sport qui me l'a donné aussi. Oui, voilà. mais parce que c'était aussi le petit garçon que tu étais, l'adolescent qui a souffert. C'est ça aussi, cette empathie. C'est pour ça que tu es ouvert aux autres. Et je le répète, quand on va parler de Christian Califano, on n'entend jamais de mauvaises choses. C'est toujours, c'est un homme de valeur, c'est un grand joueur. C'est vrai, moi, à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un que tu venais sur le podcast. Est-ce que tu es conscient de ça? Je suis conscient de ça. Et surtout, est-ce que tu es fier un peu maintenant? Je suis fier pour peut-être l'image que je peux donner à mes enfants. Okay. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des moments aussi qui sont encore plus compliqués, parce que dans une carrière de sportif, il faut y mettre tout le monde. Voilà. Ouais, on va y arriver à un point essentiel. Et tu as compris, faut aller direct, tu as compris. Non, c'est que moi, je te dis, voilà, ton sport, c'est ta consécration, tu en as une excellence, c'est fantastique, tout ça, c'est super. Tu es tout jeune, donc tu continues au Stade Toulousain, et puis à un moment donné, il y a une vie privée dans tout ça. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Eh ben, je rencontre déjà la maman de mes 2 premières filles. D'accord. Tu as quel âge? 25 ans. Oh, tu es tout jeune. Ouais, tout jeune. Mais à l'époque, on n'avait pas le portable. On était plus dans une vie, on va dire, plus tranquille. Et en fait, je rencontre ma première épouse, Annabelle, qui me donne deux filles extraordinaires. La grande, l'aînée, qui s'appelle Chloélia, et la deuxième, Clotilde. D'accord. Voilà. Et c'est important d'en parler parce que je trouve que maintenant, les sportifs en parlent peut-être plus facilement. Okay. Parce que oui, il y a l'image de Christian Califano, il y a l'image de Christian Califano-Ferrer. Et bien, il y a le papa. Il y a Christian Califano, il y a le papa, qui est important, parce que, bien sûr. Mais aussi, il y a l'homme aussi qui peut être à la maison. Et là, c'est pas si facile que ça. Parce que des fois... tu as pu concilier? Comment tu as réussi? Moi, j'ai concilié parce que je trouve que Annabelle a été très intelligente sur certains points. Parce que franchement, oui... Moi, je vous parle du positif. Je dis, ouais, ok, la résilience, le truc. Mais quand des fois, ça va pas, quand on rentre à la maison, on change pas de masque. Hein. On a toujours ce truc, on arrive, on n'a pas envie de parler, on est exécrable. Enfin, on sort pas du stade, quoi. Non, on sort pas dans son monde. Le subconscient fait qu'on n'est pas toujours là. Et franchement, c'est dur pour elle, hein, c'est dur pour ces femmes de joueurs, et c'est pas évident. Et puis, tu perds ta place. Tu rentres à la maison, tu dis, ah, ça va, tu vas bien, ben, tiens, on va faire ça, on va rester. Non. Tu rentres à la maison, tu es énervé, tu mets de la tension, et c'est pas que du positif. Et c'est pour ça que, des fois, tu regrettes certaines choses. Des fois, tu dis, tiens, j'aurais dû être moins con, j'aurais dû faire attention, j'aurais des trucs comme ça. Mais je dis franchement, pour les 2 mamans les 2 femmes que j'ai eues, hein, qui m'ont donné ces enfants, la première, Annabelle, avec Chloé et Clotilde, et puis Andrea qui m'a donné Elena et Anna. Que des filles. Que des gonzesses. Et je suis très content de les avoir, c'est mes amours. Et puis je suis tombé sur des femmes très intelligentes. Voilà, okay. C'est ce qui a fait aussi peut-être un peu participer à ta réussite ouais, aussi un petit peu. Parce que le côté négatif, ça a pu peut-être compenser avec un peu plus de positif. Et puis ce qui a été fort pour moi, c'est que même s'il y a eu ces 4 enfants de 2 unions différentes, en fait, boum, on le voit, il n'y a pas de demi-sœur, ça n'existe pas chez nous. Le terme demi-sœur n'existe pas. C'est comme chez moi aussi. Ouais, voilà, c'est 4 sœurs. Et puis, il faut savoir
que pendant un temps, et mon père adoptif me le disait, tu verras, tu es un peu con, et puis quand tu seras moins con, tu verras, le lion, il va commencer à perdre un peu les poils, il va perdre un peu les ongles, et il va moins rugir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai mes 4 filles à table, je la ramène pas, plus que ça. Mais pour revenir sur la question de la famille, c'est hyper important parce qu'on le voit, malheureusement, il se passe des trucs qui sont compliqués, franchement, moi, je leur dois beaucoup. Si un jour, elle l'entend... Quel conseil je donnerais à ces jeunes sportifs, ces professionnels, ouais. ou tout simplement à un homme qui est très pris par son travail, ouais. qui va rentrer à la maison pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Ouais. Quel conseil? Alors, déjà, de travailler sur soi-même, d'accord? De dire... C'est un travail quand même, parce que c'est vrai, quand on commence à dire, tiens, dans le rugby, on va amener des coachs sur la préparation mentale, ou moi les marabouts, j'en veux pas. Hein. Finalement, tu es obligé d'en passer par là, parce que c'est presque une nécessité. Et je trouve que de se faire accompagner, même dans sa vie privée, c'est hyper important. Faut pas avoir honte, hein, je veux dire. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, mais c'est vrai que quand, par exemple, quand tu avais 25 ans, non, mais moi, qu'est-ce qui m'a manqué? On n'était pas ouvert comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une facilité à dire... je vais me faire aider dans ma vie privée, c'est-à-dire que je vais consulter un psychologue, je vais avoir un coach. Il n'y a pas de honte. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de honte. Parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et moi, ma grosse lacune, c'est je n'arrivais pas à lâcher prise, à ne lâcher prise. Et ça, c'est des termes, c'est des mots qui sont forts aussi. En fait, j'aurais voulu, moi, que quelqu'un soit sur mon épaule dès que je rentre à la maison. Allez, c'est bon, change de truc, lâche prise, laisse tomber. Maintenant, tu rentres dans autre chose. Oui, parce que toi, tu cours tout le temps, en fait. Ouais. C'était toujours ce qu'on disait tout à l'heure, Michel, je cours pour pas revenir en arrière, je fais des trucs. Et je néglige. Le conseil, c'est couper. Avoir cette force de se dire, ok, tant pis, je rentre chez moi. Et c'est dur, je le comprends, c'est dur, parce que il y a toujours maintenant un truc qui fait partie de notre vie courante, c'est quand même les réseaux sociaux. Quand nous, à l'époque, il n'y avait pas cet effet Internet avec les Instagram, Twitter, Facebook, tu ne regardais pas. Nous, le seul truc qui pouvait nous endommager, c'était les journaux. Tu allais acheter Middle. Si tu avais une étoile, c'était une catastrophe. Tu dis, bon, week-end prochain, mais ça te laissait une semaine de répit. Là, les réseaux, tu te fais défoncer. Alors, il faut temporiser. Des fois, moi, je trouve que c'est bien quand il y a des gens qui peuvent pas t'accaparer, simplement te prendre, dire tiens, fais attention pour le match. Tu vois, on peut échapper à ça. Moi, je ne suis pas pour une communication destructive où les mecs, tu les flambes, et après, les mecs, 3 mois après, c'est les meilleurs du monde. Ça ne m'intéresse pas. Non, pour revenir à la question, elle est même essentielle, c'est de dire, il faut avoir cette force, et peu importe, quand tu es sportif, de dire, en fait, c'est pour rappeler, tout à l'heure, je te disais les 3 socles, de dire, tiens, ma famille, mes amis, mes entourages, et voilà, ma partie de moi-même. J'avais pas tout ça, moi, avant. La partie de moi-même, c'est-à-dire... tu t'en occupais pas. Ouais, je me prenais pas de plaisir. Oui. Tu pensais pas à toi? Je pensais pas à moi, finalement, et c'est ça, aujourd'hui, de dire... Et franchement, quand on voit l'exigence du sport du haut niveau, aujourd'hui, c'est très, très dur pour réussir. C'est très, très dur. Moi, je veux dire, on a réussi parce qu'on avait des pseudo-talents. Oui, j'allais vite, oui, je plaquais fort, oui, je poussais en mêlée. C'était des super pouvoirs. Là, aujourd'hui, les gars, mais c'est monstrueux à partir du centre de formation. Il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à avoir ça commence très, très jeune. Et la championite, je pense qu'il faut y mettre des limites aussi. Et je pense que ce qui est encore une fois intéressant, c'est de se dire, il faut avoir de force mentale quand on rentre chez soi, et puis, il faut savoir être à l'écoute, c'est ça. Parce qu'on parle de soi à chaque fois. Ah ouais, moi, ça... Tu sais pas si ta femme, elle a passé une journée de merde. Tu sais pas si les petits... Il n'y a pas que moi aussi. Il n'y a pas que moi. Et ça, il faut le comprendre. Et je vous dis franchement, moi, ça m'a fait défaut à certains moments de ma carrière, et j'essaie à chaque fois, je veux dire, de dire, excusez-moi. Voilà, le mot excuse n'est pas assez fort pour dire ce que je dois. Ouais, mais c'est très bien de le savoir. Ouais. Et pour de le transmettre aux autres. Et de le dire. Et d'avoir c'est la maturité, maintenant. Oui, et c'est ce que je disais. C'est la maturité. Et c'est essentiel de pouvoir, toi, maintenant, qui es un homme avec de l'expérience, qui a connu des échecs dans ta vie personnelle, puisque... Enfin, après, c'est des échecs. C'est des apprentissages. C'est des apprentissages. Mais voilà, c'est des apprentissages. On est tous passés par une séparation, voilà... On culpabilise, on s'en veut, c'est dans ce sens-là que je veux te dire. C'est bien de savoir se remettre en question. Exactement, c'est la remise en question. Et ma question, elle est surtout centrée sur la remise en question. Et tu y as très bien répondu, remise en question, c'est moins centré
sur moi, lâcher finalement mon costume de bout en train, de sportif. Le Bozo le clown. On peut y aller, hein, parce que c'est... Non, mais c'est pas ça. Et de se dire, voilà, j'arrive, je suis le papa, le mari, et j'écoute ce qui se passe à la maison. Et je vais donner un truc qui a été fort, et ça reprendra les mots que j'ai employés tout à l'heure, quand j'ai eu une conversation qui était importante avec mes deux grandes filles. Et elle me disait, mais papa, à un moment, tu as fait un truc dans ta vie, on ne comprenait pas. Tu nous as couverts de cadeaux, mais qu'est-ce qu'on s'en foutait de savoir qu'on allait avoir le dernier téléphone, dernière fringue à la mode, mais on s'en foutait, papa. Et c'est ça ce qui est important. Et je trouve en fait, quand tu arrives, quand tu as manqué de tout, que tu passes un truc où je découvre un cadre de vie, putain, la première bagnole, j'ai claqué ma prime de match de la finale du top 14 dans une bagnole. Je raconte l'histoire. Je me suis acheté une Alfa Romeo 75 où tu avais le frein à main, on aurait dit le frein à main de l'Arbus 380. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais quand t'es jeune, tu ne sais pas ça. T'achètes parce que tu te dis, putain, ça y est, allez, il s'est acheté une belle bagnole. Tu vas t'acheter les meilleures fringues. Moi qui ai marché avec des chaussures en plastique pendant 6 mois, je me suis acheté, mais c'était quoi, pour compenser quoi? J'ai acheté une baraque, et je m'en cache pas, et j'ai une honte même. J'ai acheté une baraque qui faisait 600 mètres carrés à côté de Toulouse. Même mes potes, ils me disent, mais t'es débile, tu n'as jamais été dans les places pendant 1 an. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, au fil du temps, c'était une revanche quand même sur la vie. Est-ce que c'était pour compenser? Est-ce que c'était une revanche? Ou en fait, finalement, mes filles avaient raison, et j'ai la chance d'avoir des filles, je les adore. Hein. Elles ont quel âge, tes filles? Elles ont 26 et 23, les deux grandes. Après, Elena et Anna, Elena a 13 ans et Anna a 11 ans et demi. Okay. Et en fait, elles ont raison. Elles ont dit, mais en fait, on peut te comprendre parce que tu as manqué. Tu as voulu te donner une image à travers du côté substantiel, de dire, tiens, une grande maison, ça sert à quoi? Franchement. Je préfère avoir une maison, et je crois que tout le monde reviendra là-dessus, par rapport à l'âge qu'on a aujourd'hui, on veut une maison où ça vit. Moi, mon gros plaisir aujourd'hui, c'est ce que je disais l'autre fois, j'en parlais avec mes amis, je disais, vous savez, l'autre fois, j'avais mes 4 filles à table, ok? J'avais mes 4 filles. Je me suis fait fracasser pendant 1 heure. Mais mon plaisir, il était là. Je me suis fait ouvrir comme un kaki pendant 1 heure. Tu dis, papa, tu nous casses les pieds, toujours en train de râler, et t'es pas content de ça, mais qu'est-ce que... J'avais envie de dire, mais continuez, allez-y, mais faites-vous plaisir. C'est ça mon plaisir aujourd'hui. Mais c'est des périodes de vie où il faut en tirer, toujours pareil, des conséquences, de dire, tiens, voilà, j'ai fait ça, c'était OK, des leçons surtout, et de dire, tiens, j'ai fait ça, 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 ça. Ce qui t'amène quelque part aujourd'hui dans la barre des 50, où tu te dis, bah, maintenant, je change de cap. Voilà, j'ai plus besoin de courir. Les 50 ans, c'est la remise en question. Tu le sens? À partir de 51, parce que je suis très porté sur le chiffre. On a le temps. Ouais. 51, parce que je suis porté sur le chiffre, mais je fais un peu de pub, hein, si jamais. Mais plus sérieusement, je pense pour la santé. Quand tu commences à pouvoir te dire, allez, ça y est, je peux lâcher prise. C'est ça qui ça fait du bien. Donc tu as cette sensation-là maintenant? Avec les grandes, ouais. Avec les grandes. Mais avec les deux petites... On va arriver à la dernière partie du podcast. Aujourd'hui, tu fais quoi? Moi? Ouais. Moi, j'ai double... Tu cours encore toujours à fond? Je cours moins. Okay. Je cours, mais... un footing. Ouais. En fait, quand tu regardes la vie que j'ai aujourd'hui, ben, finalement, j'ai 3 vies. Mes 3 vies, c'est quoi? Première vie, c'est de ma naissance jusqu'à 14 ans, la vie d'un jeune homme, d'un garçon qui a des bons et mauvais moments dans sa vie. 14 ans jusqu'à celle de 36 ans, c'est celle de sportif de haut niveau. C'est comment tu t'es construit, comment as-tu géré les bons et les mauvais moments de ta carrière, comment tu as apprécié les titres de champion, le champion d'Europe, quel lien tu as gardé, quelles sont les valeurs que tu as apporté ton sport, qu'est-ce que tu retiens de positif, qu'est-ce que les souvenirs. Ça, c'est la deuxième vie. Troisième vie, c'est celle que j'ai vécue après. Celle après 36 ans, jusqu'à aujourd'hui. Donc ta retraite, 36 ans. Sportive. Hein. Sportive. Oui, on commence à rappeler. Pour remettre les choses dans leur contexte. Troisième vie, et c'est celle qui m'a permis de m'épanouir grâce aux 2 autres. Parce que pendant 2 ans, je l'avais dit, hein, je ne m'en cache pas, pendant 2 ans, j'ai rien foutu. Oui, j'ai eu la chance de rentrer, et ça c'est une chance, un privilège de rentrer dans les médias. Et je remercierai encore une fois Monsieur Benoît Pensivi de m'avoir donné cette chance de rentrer à l'époque à l'équipe TV. Et c'est une découverte parce que quand tu es face caméra, tu peux raconter toutes les conneries que tu veux, ça passe bien, ça passe crème, tout le monde s'en branle. Quand tu es derrière la caméra, c'est là où il faut être structuré, il faut apprendre. Voilà. C'est plus la même. Quand t'écris papa avec 3 P, donc tu essaies de remettre un peu les trucs. Voilà. J'en rigole parce que c'est ce que je dis à mes filles. Je dis, vous savez, papa, bon, malheureusement, il a quitté l'école très tôt. J'en suis pas fier. Mais quand j'ai arrêté ma carrière, je suis reparti. Hein. Je suis reparti. Il fallait m'instruire, je suis reparti. C'est bien. Ouais, aujourd'hui, j'ai quand même,
va dire l'équivalent d'un bac+4. J'ai un DGEPS sport. Oui, donc en fait, tu es toujours dans la recherche de l'apprentissage. En fait, il apprend toujours. Ta course, c'est vraiment ça. C'est la course à tout. Et justement, les 2 ans où je dis j'ai rien foutu, je voulais aller à la rencontre des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et moi, ça me gênait parce que des fois, ils me disaient tiens, mais Christian, tu viens nous dire tiens, t'es admiratif de ce qu'on fait. Mais nous, on est admiratif de ce que tu as fait. Et je dis mais ouais, mais moi, ça m'intéresse. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Il me dit mais c'est fou, mais t'es un grand malade. En fait, ça m'intéresse. Je suis pas. J'aime pas, et je suis pas en bonne position, j'aime pas ce truc quand je me retrouve face à quelqu'un et le mec il t'écrase, c'est moi je. C'est quoi, moi je, tu fais comme moi, le matin tu vas là où je vais et puis tu fais comme moi, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les gens où ils t'expliquent, où ils prennent le temps de dire moi j'ai fait ça parce que cette histoire, elle part de là, c'est fabuleux. Et moi je rebondis ça. Il y a un truc quand même que j'aimerais que tu nous parles. Ouais. Tu as une petite carrière parallèle, tu as un métier. Qui a un rapport avec l'eau? Oui, je crois que ça a un rapport avec l'eau. Ouais. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est très atypique. Ouais, ça a surpris. Personne, pas grand monde le sait, mais maintenant peut-être un peu plus parce que j'en parle. En fait, moi, rugbyman, vous l'avez compris, hein, c'est un concours de circonstances qui fait que, en fait, quand je dis 17-18 ans, je me cherche un petit peu, voilà. En fait, j'aurais pu partir à l'époque à l'école de la Comex. Okay. Comex, qui était une institution dans la plongée, grâce à Monsieur Deloz, voilà. Et puis un grand plongeur qui a été mon maître de stage beaucoup des années plus tard, qui est Monsieur Théo Mavrostomos, mon grand ami Théo. Et là, c'est quelle période? Parce qu'en fait... parce qu'on se dit, tu as fait tellement de choses. Mais là, en fait, arrive ça. Pour être très concret, Aurélie, j'aurais aimé aller dans l'espace. Mais comme mon niveau d'études est un peu faible, j'ai dit, bon, je vais faire les mêmes choses, mais sous l'eau. Et je ne dénigre pas, attention, il ne faut pas dénigrer les plongeurs parce que c'est quand même un sacré métier à risque. Mais alors, dis-nous, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Non, mais qu'est-ce que tu es? Mais raconter cette histoire, parce que la plongée, ça a toujours été une passion. Et c'est une découverte. C'est le seul endroit où on ne va pas me chercher, on ne me fait pas chier. Je suis à 10, 15, 20, 30 mètres, peu importe la profondeur, c'est mon instant de liberté. Pas de téléphone, pas de truc, tu me fais pas chier. Et j'ai amené mes filles, justement, à cette passion. Et c'est beau, parce que quand tu plonges avec tes filles, c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, je dis, je suis couteau suisse. Je suis un couteau suisse, mais un bon couteau suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, j'ai investi dans la restauration, je suis avec mes associés. Alors, mes associés, Cédric Messina, Nicolas Peretti et Hugo Loris. Voilà, on a un restaurant de plage, un très joli restaurant de plage à Beaulieu-sur-Mer qui s'appelle La Javanaise. Après, voilà, toujours investi dans 2-3 trucs. Les médias, évidemment, parce que ça fait partie maintenant de ma vie au quotidien. Et puis depuis peu, grâce à mon ami, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule aussi, à mon ami Jean-Paul Gentilet, j'ai découvert le monde du vin. Alors, c'est vrai que quand tu es en bout de chaîne, c'est le plus agréable. Hein. Franchement, tu ouvres des bonnes bouteilles. Et puis, c'est vrai qu'en Corse, on a la chance de voir de très, très bonnes bouteilles de vin. Et puis j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, le vin, j'y trouve beaucoup de passerelles, de similitudes avec le monde du sport. Tu vois, parce qu'il y a ce côté où on célèbre, quand on célèbre avec quoi? Une troisième mi-temps. Troisième mi-temps, c'est les bons moments. Alors, on dit qu'on est épicurien, oui et non. Mais en fait, c'est d'apprécier les choses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on parle du vin, c'est de se dire, mais ok, moi, je suis en bout de chaîne, et bien si j'allais un peu au-devant, si j'allais en amont, de voir un peu ce qui se passe. Puis moi, Jean-Paul, qui est mon ami, m'a fait découvrir le monde du vin, la justesse, la beauté, de dire, tiens, voilà, un domaine, c'est pas dire canon, c'est aussi tout le travail qui est fait derrière, et d'aller voir un peu comment ça se passe. Remettre tout le travail qu'il y a autour du vin à l'ordre du jour. Quoi. Et puis surtout, quand on fait des vins de qualité, c'est d'avoir le temps qu'on y passe. C'est-à-dire que moi, je pensais que les grappes, on coupait, on presse, allez, basta. Non. Là, c'est tout à la main, tout truc. Il y a un savoir-faire. Donc, on revient aux mains. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a un savoir-faire. Il y a un truc qui est quand même beau, c'est le partage. C'est de dire, quand on parle... Alors moi, une région, parce qu'aujourd'hui, tous les rugbymen sont sur le continent. Tu vas en avoir sur Bordeaux, tu en auras qui sont sur Bordeaux. Bordeaux, malheureusement, pourquoi et comment, on ne saura jamais. Mais moi, je suis le seul. J'apprécie cette ville en ce moment. Je suis un des seuls rugbyman qui a été sur la Corse. La Corse, pourquoi? À l'appartenance avec monsieur Patroni, mes filles qui sont corses, une de mes femmes qui est corse, voilà. Tout ça fait que j'ai un lien très fort avec la Corse. Fort et avec la Corse. Le vin avec mon ami Jean-Paul, et puis on s'est associé avec 2 jeunes vignerons, Alexandre et Anthony Poli aussi, parce que j'aime ces jeunes aujourd'hui
qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, alors qu'ils ne s'inventent pas des vies. Qui sont investis. Mais qui sont investis. Mais c'est des jeunes, je me dis, mais franchement, à leur âge, j'aurais aimé être comme eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils se lèvent tôt, alors ils peuvent passer du vin, ils peuvent faire des fruits, ils font des trucs. Et j'aime ce côté entrepreneur d'entrepreneuriat pour des jeunes, quoi. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que quand des fois on me dit, mais quel message t'as donné? Lancez-vous. Et mon ami Mike Horn, il me disait, mais du moment où tu as une idée, si tu veux vraiment la commencer, lance-toi. Si tu commences déjà à dire, ouais, mais quand, quoi, comment, ça marchera pas. Il me dit, lance-toi déjà. Au moins, tu l'as fait. Donc, ton message, c'est n'ayez pas peur, foncez. Ouais, alors j'aime bien les messages subliminaux où tu dis, ouais, lancez-vous, vous allez réussir, c'est super. Non. Lance-toi, tu vas galérer. Lance-toi, tu vas bien apprendre. Et puis, il faut pas avoir peur d'avoir des échecs. Il faut pas avoir peur. Je veux dire, moi, j'en ai eu. Et j'ai pas peur de le dire. Et c'est là où tu apprends. Et puis des fois, c'est pas facile parce qu'on te dit, ouais, mais bon, moi j'ai pris un échec, je me suis jamais relevé, hein, d'accord? C'est aussi de savoir s'entourer. Et c'est pour ça que, encore une fois, mes 3 socles sont importants. Parce que tu peux te lancer tout seul. Tu peux avoir la réussite, tu peux avoir un truc. Mais quand ça marche pas, c'est ça où c'est le plus dur. En fait, aujourd'hui, dans tous les projets dans lesquels je suis, et j'y attache, maintenant, franchement, je m'en cache pas, hein, j'ai eu des très belles propositions qui auraient pu me mettre bien comme il faut, je n'accrochais pas. Okay. Parce que j'y mets 2 trucs, de l'humain et de la passion. Forcément. Si j'ai pas ces 2 ingrédients, ne me cherchez pas, ne m'appelez pas, et pour me faire toutes les propositions, il faut être dingue, hein, je m'en fous. Parce que si j'y mets pas de l'humain, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je parle d'aventure, je parlais de la restauration, il faut se lancer dans la restauration. Nous, on s'est lancé dans la restauration juste après la pandémie. Les mecs, ils disent, mais vous êtes complètement fous. Mais on est des passionnés. Donc, on a mis de la passion et de l'humain. Pareil avec Jean-Paul. Jean-Paul, c'est de la passion... de l'humain et de l'amour. Et c'est dingue. Et c'est ce qui me plaît. Voilà. Et c'est ce qui me plaît. Je pense à tous les entrepreneurs. Tu gardes cet esprit d'équipe, de famille, oui. finalement. C'est pour ça. Oui. Il y a la passion, comme tu as pu l'avoir dans le sport. Donc, la passion de ce que tu vas faire. Et aussi être avec les gens que tu aimes. Oui. Parce que tu as envie de partager. Bien sûr. On est dans le partage. Dans le partage. Si tu n'as pas ce truc-là où tu te dis, finalement, ok, je le vis que pour moi. J'ai une vie de rustre, je mets de côté. Oui, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est de passage. Je le comprends, mais moi, je n'étais pas dans cette réflexion. C'est-à-dire que là, j'ai 50 ans, maintenant, je me dis, combien il m'en reste? Et attention, okay. Oui, c'est jeune, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, moi, je vois des jeunes de ma génération. Non, mais je veux dire, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. J'ai perdu beaucoup de gens, des joueurs de ma génération. Et c'est pour ça que tout ce que je prends, c'est du plaisir. C'est ce que je disais, hein, ça peut paraître basique, mais tant pis. Moi, ce que je vis, c'est mon quotidien, ça ne me changera pas. Le plaisir d'être avec mes filles, le plaisir avec mes amis. Il m'appelle, il me dit, tiens, on va plonger, tiens, on va faire un truc, tiens, on va manger... Et tu n'as pas voulu me dire, en fait, tu n'as pas voulu nous dire que tu étais scaphandrier, en fait. Si, il a expliqué. Mais tu ne nous as pas expliqué comment... Ton sentiment quand on plonge, parce que c'est vrai que plonger... c'est particulier, toi, comme tu plonges. Tu ne fais pas une plongée classique. Non, mais alors, en fait, c'est lié. Hein, quand on dit le plonger en scuba, c'est avec le détendeur, en casque avec KMB, 18, 27, 37. Alors, c'est quand tu parles de ton métier, c'est là où c'est rigolo, parce que tout le monde te dit, ah, mais c'est comme Tintin et Milou, alors tu rentres dans la combinaison. Sinon, c'est un peu évolué, c'est différent. Mais c'est l'image que mais dans oui. Mais Michel, on est d'accord que... Qui sommes novices là-dedans, tu vas me dire scaphandrier, moi je revois encore. Tintin et Milou. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Mais tout est lié, tu vois, c'est parce que quand tu dis aujourd'hui je fais plonger, ok, mais tu dépends de personnes. Voilà. C'est vrai c'est un que esprit chez d'équipe. toi, finalement, ce qu'on retrouve toujours, c'est ça, c'est cet esprit d'équipe. Quand tu montes ta structure, quand tu dis tiens, aujourd'hui je monte une structure de travaux hyperbar, tu sais que quand tu es COH, chef des opérations hyperbar, c'est-à-dire que toi, tu as la gestion, tu as un énorme tableau devant toi, tu contrôles les gaz, ce qu'on appelle les gaz, pour donner de l'air aux plongeurs, tu calcules ces trucs de plongée, tu sais dans l'environnement dans lequel on est. Mais tu dépends de quelqu'un. Mais tu dépends... Il y a cet esprit d'équipe. Et moi, j'ai pu l'insuffler dans ce que je faisais au quotidien. C'est ça qui est intéressant. Et puis, je veux dire, moi, j'aime bien quand les gens ils se sentent bien avec moi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bienveillance dans le monde de l'entreprise. On dit, oui, si on veut, voilà... Mais vous savez, c'est comme dans un vestiaire. La bienveillance, on la porte à tout le monde. Je veux dire, des fois, on n'a pas besoin de dire, tiens, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la reconnaissance dans ce qu'on fait. Si aujourd'hui, je porte de la bienveillance à quelqu'un qui me prend pour un con et qui n'est pas investi, les gars, ils vont dire, putain, il est super, il fait un truc, mais il fait avec le mec qui ne bosse pas. Par contre,
ce qui était énorme, et notamment dans la première aventure d'entrepreneur, c'est ça que j'ai pu prendre quelques valeurs de mon sport, les inculquer, les intégrer dans le monde. Voilà. Et vous savez, c'était une petite tape sur l'épaule le matin. Ça va, tu vas bien. C'est une reconnaissance. C'est voilà, c'est très important. Et on avait, je vais vous raconter un truc. On a le temps. Ça va. Oui. 2 minutes. Mais pour vous dire que des fois, on peut faire des choses sans dépasser des limites. Parce que le monde professionnel n'est pas le monde du sport. Ça, il faut en être conscient. Parce que quand on intervient, vous savez, on est ancien joueur, on intervient, oui, les passerelles, les similitudes. Non, il faut être aussi entrepreneur pour comprendre le quotidien des gens. Parce qu'on n'est pas... Il y a des barrières et on les connaît et on n'est pas au quotidien avec les personnes. Mais en fait, moi, je m'étais amusé à dire, mais qu'est-ce que je peux apporter de mon sport, justement, dans ce métier qui est hyper dur, hein, qui est très engageant et qui est des fois, voilà, pas facile à faire. Et en fait, j'avais instauré un truc. J'avais dit, voilà, les gars, nous, on travaille selon les chantiers, du lundi au vendredi midi, pam, on finit, voilà. Si le chantier se passe bien, messieurs, le vendredi midi, comme c'est moi qui pilotais le camion, c'est vous qui choisissez. Le restaurant, le truc, troisième mi-temps. Voilà. C'était la troisième mi-temps. Et les mecs, ils marchaient sur l'eau toute la semaine. Oui. Mais c'était notre petit challenge. C'est notre petit challenge. Familier, quoi. Même si ça ne marchait pas bien comme vous voulez, mais c'était pas catastrophique, mais il fallait que je le récompense. Et bien, ça m'a amené un plus. Vous savez quoi? Ça m'avait amené un plus où, en fait, dans ce métier... Tu motivais ton équipe, hein. Motiver mes équipes, mais surtout, je gagnais leur confiance. Et puis derrière, ça a permis d'évoluer sur certains points. On était dans ce métier, beaucoup de boîtes, alors concurrentes ou pas, ça, je ne sais pas, mais en fait, comme on faisait la même chose, quelle pouvait être ma différence? Et ma différence, c'était par rapport au service que je pouvais apporter aux clients. Et je leur avais posé la question, je dis, écoutez, ça fait déjà 2-3 fois, on finit le vendredi, en fait, on faisait un mener-repli sur le chantier, on débattrait pour repartir, pour revenir. J'ai dit, est-ce que vous seriez prêts, si on nous demande une intervention d'urgence, qu'on la fasse dessus dans la foulée? Voilà. Mais j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que les gars, ils étaient payés 2 fois plus, et des trucs. Il dit, mais Christian, tu ne poses même pas la question. Et on faisait ça. C'est-à-dire que quand tu donnes de la confiance aux gens, quand tu montres, tu montres de l'intérêt. Et puis pour finir, et ça sera notre dernier point, je pense, pour pas être trop long non plus, cette partie d'appartenance. Je voulais pas, moi, que les mecs, quand ils arrivent sur le chantier, il y en a un qui arrive avec un sweat rose, l'autre avec un sweat bleu et tout. J'avais pour ordre, hein, moi c'était ma mission, les mecs qui venaient travailler chez moi, tous mes scafs, et c'était que les fidèles, hein, c'était que les mecs, parce que ils avaient leur package, comme quand tu arrives en équipe de France, avec le truc qui marquait Hydroscaf. T'as retransmis les valeurs. Les mecs, ils avaient leur pantalon, ils avaient leur polo Hydroscaf, ils avaient leur t-shirt. C'est un sentiment d'appartenance. Et justement, même des fois je gueulais, on allait manger au restaurant, je dis, les gars, enlevez-moi le polo, le t-shirt, c'est bon, on n'est plus en représentation. Mais ils étaient fiers de leur couleur. Et ça, c'est beau. Ouais, j'avais réussi ça, tu vois. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, parce que quand même cette partie pandémie, elle nous a laissé quand même de belles traces et une grosse cicatrice, je crois que les gens ont besoin de ça. Ça prendra du temps. De s'identifier. Les gens, ils ont besoin de s'identifier, de se retrouver, d'avoir une appartenance. Ouais. Michel, il peut en parler, il y a quand même beaucoup... de problématiques dans le monde de l'entreprise. Dans le monde dans la vie, surtout. Voilà, mais bon, il y aurait tellement de sujets à aborder, mais c'est vrai que quand toi, tu l'as rencontré petit, quelqu'un qui t'aide, qui te prend la main, qui te recadre, qui t'intègre, tout ça, finalement, quelqu'un de bienveillant, comme tu as pu le dire, tout ça, c'est tellement important. Mais oui. Mais j'ai eu de beaux échanges, mais aussi de belles rencontres. Quand tu interviens, des fois, j'interviens de temps en temps en entreprise, pour dire, tiens, voilà le sport, ce qu'il m'a apporté, ce qu'on pourrait faire, tu vois, avec mes valeurs, un truc comme ça. Et je suis tombé sur quelqu'un qui avait pas tort, hein, et qui m'a beaucoup alerté. J'ai fait une intervention, justement, dans le domaine médical. Donc voilà, donc dans le domaine médical, vous avez tous les pôles, vous avez des docteurs, des chirurgiens, des infirmiers, des infirmières aussi surtout. Et il me dit, on parlait du côté un peu changeant. Il me dit, nous, ce qu'on a besoin, la reconnaissance. Et une dame, j'ai dit, qui veut prendre la parole? Christian, moi je voudrais prendre la parole. Elle me dit, vous savez ce qui est le plus dur pour moi aujourd'hui? Elle me dit, vous vous rendez compte que les gens, pendant la pandémie, à 8h du soir, ils sortaient avec les casseroles, ils tapaient. Maintenant, ils sont prêts à nous taper avec les casseroles. J'avais envie de pleurer. Vous vous rendez compte? C'est l'ascenseur des besoins. C'est-à-dire que ces gens-là, qu'on a mis au premier plan,
On a oublié ce qu'ils étaient finalement. Sauvés. Ouais, plus que sauvés, qui ont mis leur vie en danger aussi pour nous. Et vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un stade où, quand on voit les agressions dans les hôpitaux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est triste. C'est l'être humain. Ouais, c'est l'être humain qui est changeant. Et justement, si nous, on peut... Encore une fois, on le fait pas pour... on le fait, oui, à titre perso, parce que c'est des fois une récompense. Oui, mais à travers... C'est comme un bon entraîneur. Un entraîneur, il veut toujours, on dit souvent, tirer la quintessence du joueur. Comme un bon manager. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Arsène Wenger, monsieur Arsène Wenger. Okay. Et c'était une des questions que je voulais lui poser. J'ai mis 3 heures pour lui poser la question. Je tournais en rond, j'ai dit, putain, mais la question, je l'ai. Et à un moment, il me dit, Christian, arrête de tourner, tu vas me donner le tournis, là. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, monsieur Wenger, j'ai une question à vous poser. Je dis, je comprends pas, là, vous êtes parti, Monaco, c'était la folie, vous êtes parti au Japon, c'était la folie, là, Arsenal, moi, c'est l'équipe de rêve. Je dis, mais c'est quoi votre grande force? Il me dit, mais en fait, c'est très simple. Il me dit, mais un grand entraîneur doit être entraînant. Et en fait, c'est l'image qu'on doit avoir dans tous les domaines, un manager, un truc comme ça. Je suis pas du principe du management à la baguette. Oui, des fois, on peut se dire les choses. Mais il faut savoir dire avec beaucoup de... Vous savez, moi, si vous, jeune, vous arriviez en me disant « Ah, t'es nul, t'es une pompe à roulettes », ça ne m'aurait pas fait avancer. Par contre, de dire « Bon, là, ça va pas. Okay, ça va pas. Voilà ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire. Allez, travaille sur ça. » Ça, c'est intéressant. C'est un management par la pédagogie. Il n'y a pas de points négatifs, que des points améliorés. Ouais, que des points améliorés. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Hein. On n'est pas non plus des surhommes. Hein. On peut se tromper. On a des échecs, comme tout le monde. Mais ça, c'est intéressant. Management par la pédagogie qu'à la baguette. Ça y est, si vous tapez sur quelqu'un, les autres à côté vont plus se mettre en évidence. Hein. Ça, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? S'il monte au filet et qu'il prend un coup de casserole, moi, j'y vais plus. Hein. C'est un management positif. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si on devait inviter une personne sur notre podcast, laquelle nous conseillerais-tu? Franchement? Oui. J'en ai plusieurs. Mais il y a des histoires... Moi, j'ai un garçon que j'ai découvert il y a peu de temps. Okay. Que je trouve exceptionnel, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a peut-être pas tout dit lui aussi. Il s'appelle Johan Huget, qui a été 3 quarts centre au Stade Toulousain, à Bayonne, je ne peux pas faire tous les clubs parce qu'il n'a pas fait des 1000, mais qui a été surtout un grand joueur de l'équipe de France, qui joue à Lille. Une belle histoire aussi, un beau parcours. Et c'est un garçon qui s'est construit aussi à travers des moments durs, des moments pas faciles, et qui a de belles histoires aussi à raconter. Voilà. Si vous avez un autre invité, alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, il peut être surprenant. Ouais, Johan Huget. En plus, il vient de sortir un livre et je vous invite à le découvrir. Pourquoi pas. Merci. Ben, merci à vous deux. Franchement, moi, j'ai l'impression que t'es de la famille maintenant. C'est ça. Ouais, franchement, c'est génial. Alors. Merci à vous deux. Merci pour tout. Merci. Et merci aux personnes qui nous regardent.